KPMG France qui nous accueille, et je vais vous donner la parole, madame, dans le cadre d'un partenariat que nous avons déployé petit à petit depuis 1 an et demi. Et puis nous l'avons signé, je crois, il y a quelques mois, Frédéric. 5-6 mois. Oui. À 5-6 mois, une co-construction entre Infor Santé, KPMG Academy et le Psychodon. Et nous avons pour ambition de sensibiliser, de mobiliser les entreprises sur cet enjeu majeur de santé publique, la santé mentale, dont je vous rappelle, 12 millions de Français sont concernés, une personne sur 4 dans le monde souffre d'un trouble psychique. Et pour aller vite, on parle de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de troubles schizophréniques ou de troubles bipolaires. Et c'est ce sujet-là que nous essayons de déployer vers l'entreprise, et vous verrez combien les collaborateurs et les salariés sont concernés aussi. Madame, vous nous accueillez ici. Ouais. Non, bah, écoutez, bienvenue. On est avec Frédéric, avec l'équipe de KPMG Academy, avec l'équipe de la direction de l'impact de KPMG. On est heureux de vous recevoir aujourd'hui. On vous remercie avec Frédéric de nous avoir fait aussi la proposition de venir chez KPMG pour lancer le 3e baromètre de la santé mentale des salariés. Évidemment, on espère que ce baromètre, qui je crois va donner des enseignements assez frappants, que vous avez commencé à m'expliquer pendant notre rencontre rapide avant le début de cette conférence. Donc ce baromètre va donner des repères qui sont des repères malheureusement frappants, malheureusement qui percutent non seulement notre société, mais aussi au sein de cette société, les acteurs comme les entreprises qui peut-être avaient tendance à invisibiliser un peu ce sujet, comme on dit maintenant, mais je trouve que c'est une expression assez marquante aussi. Et ce sujet, notamment malheureusement depuis 3 ans, prend une place plus importante dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos entourages, et puis au cœur des entreprises. Chez KPMG en France, on est une entreprise d'hommes et de femmes. Toute la valeur, 100% de la valeur de notre cabinet, ce sont ceux et celles qui le composent. C'est leur engagement, leur motivation, leurs compétences qui nous permettent d'être le cabinet que nous sommes aujourd'hui, avec sa performance, sa réussite, sa capacité d'entraînement aussi d'autres entreprises, sa capacité d'engagement d'autres entreprises. Donc c'est pourquoi la question effectivement de la santé mentale, et d'ailleurs de la santé en général et du bien-être de nos collaborateurs est si importante pour nous KPMG. Voilà. Alors, on va pouvoir peut-être, madame, si vous voulez bien, mais comme nous sommes entre nous, on a des petites ressources sur le plan technologique, mais votre nom devrait s'afficher bientôt. Et puis vous allez m'aider à le prononcer. Vous êtes madame Séverine Lebré-Badré. Est-ce que je l'ai bien dit? Lebré-Badré, oui. Lebré-Badré. C'est un exercice. Pour les profs en début d'année, c'était bien aussi. Ah oui. Lebré-Badré. Oui. Séverine Lebré-Badré. Alors, il y a quelque chose aussi sur lequel je voudrais que vous nous éclairiez. Directrice de l'engagement ESG. Alors, je vous taquine parce que moi, j'ai déjà une information, mais je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise cette information. ESG, avec pointé le G de gouvernance. Ouais. Alors, je vous le disais, moi je m'occupe pour KPMG de ce qu'on appelle sa direction de l'impact, et au sein de cette direction de l'impact, on travaille notamment notre engagement ESG. Pourquoi engagement ESG? KPMG est une entreprise à mission. Nos associés nous ont doté de cette qualité, puisque c'est une qualité, entreprise à mission, en 2022. Donc on est une des premières entreprises pionnières à adopter une raison d'être, des engagements qui définissent à la fois notre contribution évidemment économique, notre contribution je vais dire humaine, notre contribution sociétale, notre contribution environnementale. Donc on est évidemment très fiers et très humbles aussi dans ce chemin de progrès dans lequel on s'est engagé et sur lequel on est en train de découvrir tout ce qui peut impliquer. Donc tout ça pour dire que l'ESG c'est très important pour un cabinet comme KPMG est devenu cabinet à mission. Et pourquoi on s'appelle ESG? C'est parce que il y a plusieurs façons de parler de développement durable, de RSE, d'engagement, de contribution, d'impact. Tous ces mots tournent. Dans ESG, ce qui nous intéressait beaucoup à cause de la nature de nos métiers, à cause de notre raison d'être et de notre vocation, c'est le G. Donc évidemment, on est très intéressé par le E d'environnement, le S de société
mental qu'on va beaucoup discuter ce matin et auquel vous contribuez fortement et dont on voit que c'est une tendance montante aussi sur les enjeux de contribution aujourd'hui et d'impact aujourd'hui. Et on s'en réjouit parce que ça a été un peu le parent pauvre pendant longtemps. Or, le E et le S fonctionnent ensemble, c'est clair. Et ils fonctionnent aussi avec le G. Le G, c'est la gouvernance. C'est comment on organise nos sociétés, comment on organise nos entreprises, comment on organise nos différentes institutions pour les faire fonctionner dans une logique de développement durable, de responsabilité, de soutenabilité et de bien commun. Donc le G, il est très important, il est évidemment particulièrement important dans des métiers d'audit et de conseil. Au cœur de nos métiers, il y a nos valeurs, il y a notre éthique, il y a notre indépendance. Et si on ne les a pas, on n'a même pas possibilité de faire notre métier. Si vous êtes, par exemple, en tant qu'auditeur conflicté dans une entreprise parce que je ne sais pas quoi, quelqu'un de votre famille y travaille, il y a des responsabilités en lien avec votre mission d'audit, vous n'avez pas le droit de travailler pour cette entreprise. Donc c'est vraiment très, très fort dans nos métiers. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci encore de nous accueillir ici et de nous permettre d'être visibles sur ce live tweet KPMG France, parce que c'est très important, cela concentre la déstigmatisation de la santé mentale et des personnes concernées par une maladie psychique. Donc merci beaucoup, madame, de votre accueil. Merci à vous d'être avec nous et puis bon lancement de baromètre parce qu'on pense qu'effectivement les faits et les données sont des éléments essentiels pour absolument, et vous verrez que dans la journée, la presse va s'y intéresser. Exactement. Et que les chiffres seront relayés. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Et merci à tous et toutes. Je vous propose de poursuivre avec la découverte des principaux indicateurs du baromètre du Psychodon OpinionWay de cette année. Et pour nous accompagner dans la découverte de ces chiffres, Pierre-Étienne Bost. Merci Didier. Je suis ravi d'avoir cette opportunité de vous présenter les résultats de la 3e édition, Didier. C'est ça, c'est devenu un vrai rendez-vous, parce que chaque année, on sort la note des salariés, la note attribuée par les salariés en santé mentale. C'est très attendu, et puis chaque année, on observe le taux de consultation des psys, des salariés dans les entreprises, et vous allez nous aider à comprendre, Pierre-Étienne, que ça bouge un petit peu, mais pas tant que ça. Exactement. On va le voir un petit peu. Je vais vous faire un petit rappel un peu sur la méthodologie et l'échantillon interrogé. Et puis, on va passer en revue les résultats en deux temps particuliers. Un premier temps qui va être plutôt un temps d'état des lieux, avec effectivement, dans cette dimension barométrique de l'enquête, ce temps fort qui est la note d'auto-évaluation de leur propre santé mentale par les salariés français. Et puis, un certain nombre d'autres éléments, finalement, d'analyse de ce rapport travail et santé mentale. Et puis dans un deuxième temps, on parlera plutôt finalement de comment cette préoccupation pour la santé mentale se traduit dans la connaissance et le recours à un certain nombre de ressources pour les salariés, qu'il s'agisse de ressources individuelles, comme l'évoquait Didier, ou ressources collectives mises en place en entreprise. Et puis on finira par un petit récapitulatif avec quand même quelques éléments sur des cibles un peu particulières. Et puis aussi, ce que je me permettrais d'appeler un message d'espoir, parce qu'on ne va pas voir que des choses très confortantes. Non, surtout qu'avec le Psychodon, nous avons coutume de déstigmatiser de façon pop. Vous avez vu que le ruban vert de la santé mentale a aussi un fond rose. On n'a pas peur de parler de santé mentale, mais en gardant quand même un regard pop sur la question. Passez-moi l'expression pop, parce qu'on fait quand même l'Olympia depuis 5 ans et on chante. Et donc, cette méthodologie, pour rappel, on parle donc d'un échantillon représentatif des salariés français, à la fois du public et du privé. C'est un échantillon qui a été interrogé en ligne, sous système Kawi, qui a été réalisé du 7 au 15 septembre, donc on est sur quelque chose de tout à fait récent, donc des données tout à fait fraîches. Petit détail, en fait, dans un certain nombre des planches que vous allez voir des petits chiffres en plus, des grands chiffres, en vert ou en rouge, c'est qu'on va vous présenter un certain nombre de fois les écarts soit significativement supérieurs en vert ou inférieurs pour des sous-populations, significativement signifiant justement qu'il y a bien une vraie différence robuste statistiquement par rapport à la moyenne. Donc on peut vraiment parler d'un résultat différent pour cette sous-population. Et puis on l'a dit, c'est une enquête barométrique, donc on a beaucoup des questions qui reviennent chaque année. On vous présentera aussi l'évolution d'une année sur l'autre. Première partie, alors, point d'interrogation, mais est-ce qu'on va vers une dégradation de la santé mentale des salariés français
Le premier élément de réponse, c'est cette question qu'on pose à nos répondants d'auto-évaluation de leur propre santé mentale sur une note de 0 à 10. Alors, il faut savoir que dans les enquêtes en général, on parle d'une bonne note à partir de 7. Et donc, effectivement, quand on voit ce résultat, vous voyez qu'on est au-dessus de 7. On a une note moyenne de 7,2 pour l'ensemble des répondants, mais une note en érosion, moins 0,3 points par rapport à l'année dernière. C'est une baisse significative. Et puis surtout, ce qu'on constate cette année, c'est la confirmation de la fragmentation des différentes situations et de différentes populations. Vous le voyez en fait sur la distribution des notes de 0 à 10. Et vous voyez que maintenant, on a quand même un pôle important, 10% des répondants qui donnent franchement des vraies mauvaises notes strictement inférieures à 5, de 0 à 4. Ça, ce 10%, c'est un gain de 4 points par rapport à l'année dernière. On a presque doublé en fait ce pôle-là. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que toutes les populations ne sont pas égales à ce sujet. Et je pense notamment aux plus jeunes. Vous voyez que chez les plus jeunes, les 18-24, ces salariés de 18-24 ans, c'est 22% d'entre eux qui mettent des notes en dessous de 5. Ce qui explique que les jeunes, moins de 24 ans, mettent 6,5 en moyenne, 6,9 pour les 25-34 ans. On est à peu près au même niveau que pour les femmes, où il y a aussi un décalage significatif à la baisse. Un focus sur les femmes quand même, c'est que les femmes semblent évaluer leur santé mentale d'une façon plus précaire. En tout cas, la note est beaucoup plus fragile que globalement. Ce qu'on voit dans un certain nombre de nos autres enquêtes, c'est que on a effectivement quand même un élément qui perdure, même si ça évolue avec les générations, de cette charge mentale globale qui pèse plus particulièrement sur les femmes que sur les hommes. Ça a à voir avec toujours ce plafond de verre, la conciliation vie professionnelle, vie familiale qui pèse ou qui pèserait plus sur les femmes. On est encore dans ces sujets ou on est passé à autre chose? Alors, c'est toujours très délicat comme sujet, là, vous m'amenez sur un domaine glissant, mais j'ai envie de dire qu'on est sur une traîne de quelque chose qui, effectivement, il y a encore 20 ou 30 ans, était majeur, mais qu'on le voit encore. Et effectivement, notamment sur cette interpénétration des domaines personnels et professionnels, où il y a encore cette charge globale qui est quand même plus perçue, plus vécue, vraiment plus de l'ordre de l'affect chez les femmes que chez les hommes. D'accord. Là, on a prévu 2-3 petits temps de questions. On est au premier temps où vous qui êtes là, vous pouvez réagir. Et sur le live tweet, s'il y a des questions, vous en faites part. Est-ce que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous veulent se faire le porte-parole de questions qui seraient posées par ailleurs sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une question? Et si oui, n'hésitez pas à lever la main. Vous voyez cette note qui est la note attendue, 7,2, moins 0,3 par rapport à l'année dernière. Et quand même les jeunes et les femmes qui sont à observer. Madame. Je me permets, j'ai une question et demie. Le plus 4% chez les jeunes salariés, effectivement spectaculaire en un an. J'imagine que vous alliez y revenir, mais peut-être savoir si vous aviez une grille d'explication. Et je voulais savoir ce qu'était management collaboratif. Alors vous voyez, il y a des petits indices parfois qui sont essaimés sur ces différentes significatives. Je ne vais pas tout dire maintenant. On a une petite planche sur la fin. Pour dire qu'effectivement, cette année, c'est une nouveauté. On a interrogé nos répondants sur leur perception de la culture managériale chez eux. Et on va voir que là, il y a des différences significatives et que c'est à la fois impressionnant, mais quelque part porteur d'espoir par rapport à ces sujets que vous évoquiez de vision globale de ces enjeux-là, en termes aussi d'organisation du travail et des conditions de travail. Alors, juste pour revenir, effectivement, cette note moyenne qui reste correcte, on l'a vu, c'est aussi parce que en haut du slide précédent, il y avait quand même à peu près 71% de bonnes notes de plus de 7. Et c'est toute l'ambivalence de ces résultats qu'on voit par exemple ici sur une nouvelle question en 2023, qui était la question de l'état d'esprit en débutant le travail, où on proposait 4 finalement dimensions, 2 positives et 2 plus négatives. Est-ce que ça commence avec envie, motivation, bonne humeur, avec sérénité, des temps de tranquillité, plutôt sans envie, morosité et distance, ou avec nervosité, inquiétude et angoisse? Et vous voyez la distribution de la population sur ces indicateurs, avec en fait 60%, près des 2 tiers, qui sont dans un état d'esprit positif. Donc madame, un autre petit indice, petit teaser, quand on est dans un management collaboratif, on est dans un bien meilleur état d'esprit que la moyenne, on en reparlera tout à l'heure.
Mais donc vous voyez qu'effectivement, on a quand même cet aspect-là qui reste prégnant, quand même plus d'un tiers qui sont dans une dynamique, ce qui parle aussi, par ailleurs, de choses qu'on sait toujours dans nos enquêtes, c'est l'importance du travail, malgré tout, même s'il y a un glissement par rapport à d'autres enjeux, j'allais dire existentiels pour les Français, le travail reste toujours important, la reconnaissance au travail reste toujours important, et donc cet aspect se retrouve aussi par ici. Et je pense que vous allez m'aider à revenir en arrière. Je crois que j'en ai zappé un. Voilà. Hop. Oui, parce que quand même, Alors, c'est ça. 69% se sentent épanouis dans leur travail. Ça aussi, c'est quand même source d'espoir. Exactement, c'est aussi cette ambivalence. 69% serait sont dommage de pas épanouis, la on n'est pas montrer. loin des 71% qui mettent des bonnes notes. Alors, vous allez me dire, quand je parle d'ambivalence, c'est que là aussi, il faut toujours regarder la distribution. C'est qu'il y en a quand même plus de la moitié épanouis, oui, plutôt. Donc on est dans ce quelque chose qui n'est quand même pas totalement enraciné. Mais effectivement, ce message d'espoir, ou cet aspect justement d'importance du travail, qui reste quand même un élément important de satisfaction et d'épanouissement pour les Français. Ce qui s'articule tout à fait avec ce point sur l'état d'esprit en commençant sa journée. Alors, autre nouvelle question cette année, la question de la perception d'une fatigue mentale associée au travail, due vraiment aux exigences et aux pressions de votre travail. Là, dans l'ambivalence, on retombe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est épanoui, le travail, c'est important, mais 81% des répondants ressentent de la fatigue mentale due aux exigences et aux pressions de votre travail. Et vous voyez, c'est une échelle de fréquence. On a plus d'un tiers pour qui c'est occasionnellement. Et puis quand même 30 plus 14%, pas très loin de la moitié, pour qui c'est régulier et fréquent. Et là, on retrouve un peu, sans surprise, nos jeunes, 25-34 ans, qui sont un peu plus massivement sur de la régularité, de ce sentiment de fatigue. Et puis des éléments, j'allais dire presque tautologiques. Oui, quand on a une mauvaise évaluation de sa santé mentale, on associe fréquemment de la fatigue à son travail. Et puis, focus sur le télétravail. Et puis oui, j'allais vous le dire, il y a quand même des éléments ici, certains éléments de secteur sur lesquels je reviendrai plus tard, mais le télétravail aussi. Quand on est en télétravail, on est à plus 10 points dans ce ressenti de fatigue. Et là, on est sur quelque chose d'assez ambigu sur le télétravail. Si on regarde sur le slide suivant, pour rappel déjà, données de cadrage, qui est en télétravail parmi nos salariés représentatifs des salariés français? On est à un tiers cette année, ça augmente un petit peu par rapport à l'édition de l'année dernière. Ce tiers, c'est ce qu'on voit à peu près dans toutes nos enquêtes. On a un peu le sentiment que c'est un plateau désormais, ce tiers de salariés qui sont en télétravail, avec quand même une nuance très importante. Rappelons que quand on parle de télétravail, c'est essentiellement du mixte ou de l'hybride, selon la terminologie consacrée, et que le pur uniquement en télétravail, c'est seulement 4%. Et là, vous le voyez, on voyait à l'instant que ces télétravailleurs se sentent plus fatigués mentalement par le travail, mais pour autant, c'est un choix massivement d'être en télétravail. Et puis, ils estiment que le télétravail a un impact positif, à 91%, quand même près de 30%, même un impact très positif. Et là, on est sur quelque chose de stable. Je reste juste encore un tout petit peu dessus. On est sur quelque chose de stable par rapport à l'an dernier. Et en fait, le point sur cette ambivalence, c'est qu'en fait, là, on parle du télétravail. La réalité qu'on voit un petit peu dans toutes nos enquêtes, c'est que c'est plutôt... C'est bien parce que vous êtes aussi très technologique. Oui, j'arrive à faire arrière. Moi, je me suis improvisé un rôle. Vous savez, je suis un peu un journaliste de base et je ne sais pas trop appuyer sur les boutons, moi. Mais là, vous avez vu, j'y arrive. C'est Sauf très quand bien. il faut faire marche arrière. C'est très bien. Mais ce point qui me paraît important sur des situations de télétravail, puisque là, effectivement, je vous montre le taux global, il faut se rappeler que le télétravail, c'est quand même une situation assez inégale. Le télétravail, c'est quand même beaucoup un enjeu de franciliens. C'est 50% des franciliens de la grande couronne parisienne qui sont en télétravail. C'est plutôt un enjeu de CSP+. CSP+, c'est 46% en télétravail. C'est un enjeu sectoriel. Effectivement, dans les services aux entreprises, dans la banque assurance, on n'est pas loin des 2 tiers Dans l'audit, de salariés en télétravail. Les services. Et puis à l'inverse, évidemment, dans l'industrie, on est un peu au milieu, autour de 28%. Et puis il y a des secteurs beaucoup moins télétravaillés, évidemment l'éducation, la santé et les services aux particuliers. Donc en fait, il y a beaucoup de situations de télétravail déjà dans l'environnement de travail. Et puis on verra qu'il y a aussi des situations dans la manière de télétravailler qui viennent un peu expliquer ces ambivalences entre un télétravail qu'on apprécie, qui a un impact positif, mais qui en même temps peut être un peu usant
Donc une vraie... Et tout à l'heure, on verra, et je fais une parenthèse, que le Psychodon a une offre B2B pour les entreprises. Alors je fais un peu de promo, c'est-à-dire qu'on propose des formations, ça s'appelle le module RH du Psychodon. On propose une plateforme qui s'appelle Mon Cher Psy, qui permet, comme il y a des tickets restaurants, d'avoir des tickets psy. Et puis aussi des formations certifiantes en premier secours en santé mentale et une plateforme que vous découvrirez tout à l'heure et une solution qui s'appelle Work Well Together. Et si je fais cette parenthèse, c'est parce que ces chiffres peuvent être alarmants et parfois peut-être un peu plombants, mais il y a des solutions. On peut intervenir, on peut faire bouger les lignes, même si cela porte souvent aussi sur des éléments qui touchent à l'écosystème au sens large du salarié. Ça veut dire aussi sa famille, son logement, son temps de transport, l'actualité, qui est, on le voit bien ces jours-ci, combien oppressante sur les personnes et qui déploient des charges mentales pas toujours facile à gérer, hein, l'actualité de ces jours-ci. Et c'est important parce qu'effectivement, une dernière question un peu de ces données de cadrage, c'est quels sont les éléments qui affectent le plus leur santé mentale selon les répondants. Et effectivement, hein, on le sait bien, la santé mentale, c'est un enjeu un peu imbriqué de toutes les dimensions de la vie. Et c'est un peu ce qui ressort ici. Hein. Alors, 91% des répondants citent au moins des éléments proposés. Ils en citent en moyenne entre 2 et 3. Ce qui vient en premier, qui fait un peu vraiment le résultat le plus large, c'est la situation financière. Puis c'est l'avenir au sens large. Et puis ce qui est logique dans cet environnement un peu certains appellent de métacrise, hein, polycrise, tous azimuts, on retrouve les éléments comme l'environnement, qui est quand même plus une préoccupation de CSP+. Ça aussi, ce n'est pas une surprise par rapport à ce qu'on sait des enjeux de positionnement politique et sociaux. Et puis la situation professionnelle qui est là, mais vraiment, vous le voyez, parmi les autres aspects, avec l'actualité. Alors l'actualité dans le monde, vous voyez une baisse très importante par rapport à l'an dernier. Il faut se rappeler que l'an dernier, à l'époque du terrain, on était quand même un peu encore dans la surprise du retour du tragique de la guerre en Europe. Hein. On était quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine. Et bien sûr, on était avant les événements du week-end dernier. Donc, ça laisse à penser que nous avons intégré la guerre en Ukraine comme faisant partie de notre environnement. Et que ça vient charger l'avenir en général plutôt que quelque chose de singularisé. Situation amoureuse, 19%. Situation amoureuse, 19%. Et là aussi, je parlais des enjeux. On sait aussi que les enjeux de santé, en général santé mentale en particulier, c'est des enjeux relationnels. Effectivement, 30% pour ceux qui se donnent une note particulièrement mauvaise en santé mentale. Donc vraiment, cette imbrication des enjeux. Alors, si on enchaîne maintenant, après cet état des lieux, sur finalement, à partir de la place occupée par la santé mentale pour les Français, le rapport aux ressources disponibles, premier élément, c'est ce rappel aussi d'une question barométrique sur l'importance comme enjeu de la santé mentale au travail. Et là, on reste sur des taux extrêmement importants, c'est plébiscité. Plus de 80% des salariés nous disent que la santé mentale est un enjeu préoccupant, c'était 82% l'an dernier, donc on est pareil. Simplement, ce qui change, attention, encore une fois, c'est la distribution des résultats. En fait, il y a une translation de la perception que c'est un enjeu plutôt important à plus 6 points sur ceux qui nous disent que c'est un enjeu très préoccupant. Donc on voit quand même cette évolution de la sensibilité des salariés français à l'égard de cette dimension. Vous nous direz ensuite si, au regard de ce chiffre, 81% des salariés considèrent que la santé mentale est un enjeu préoccupant et en face, les entreprises ont-elles mesuré cette inquiétude qu'ont les salariés et que mettent-elles en face comme dispositif pour accompagner, prévenir et parfois soutenir ou même parfois externaliser ou accompagner vers d'autres dispositifs, par exemple cette notion d'allocation d'adultes handicapés. Mise à disposition par les entreprises, on va en parler dans un instant, mais avec d'abord un détour par les ressources plutôt à titre personnel, qui sont le fait pour les répondants d'être suivis par un psy, on va dire en général, donc un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute, sachant que cette année, on a fait un petit ajustement, ce qui est toujours délicat, à notre libellé. On a rajouté psychothérapeute qui n'existait pas avant dans notre libellé pour être vraiment le plus large possible pour l'appréhension d'avoir recours à un psy.
Je vois Solène au fond qui commence à se dire bah non, 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 non. Moi, ça, j'assume Oui, l'amalgame. oui et non, parce que nous, on prône le numéro ADELI, c'est-à-dire que ce que nous mettons en avant, ce sont des psychologues qui sont certifiés avec une professionnalisation, une pratique, et puis aussi un exercice clinique de 3 ans. Et tous ces psychologues sont sur la plateforme Mon Cher Psy pour prendre un rendez-vous. Et puis, ils sont aussi sur une autre plateforme qui vient de changer de nom et qui s'appelle Mon Soutien Psy. C'est ça ? Mon Soutien Psy, qui est la plateforme organisée par le ministère de la Santé. L'occasion pour moi de saluer Franck Bélivier, qui est le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie en France, et qui est à l'origine de cette plateforme Mon Soutien Psy. Vous pouvez trouver des psys ADELI, donc agréés, avec le bon diplôme, dans la bonne université, de l'UFR de sa région en l'occurrence, proche de chez vous, avec un numéro ADELI conventionné, donc remboursé par la Sécurité sociale et par les mutuelles. Et puis, vous les retrouvez aussi sur la plateforme Mon Cher Psy. Et ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est que la parole semble se lever. Ça peut paraître peu et beaucoup, 17% des salariés qui disent consulter un psy. Mais ça veut dire qu'on a quand même 17% qui le disent. Mais combien ne le disent pas ? Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que ce chiffre est en augmentation, même si, pour être parfaitement, je dirais, rigoureux, le fait d'avoir un petit peu élargi le libellé peut avoir une influence, mais on est quand même sur plus 5 points. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment se fait cette progression. C'est-à-dire qu'elle se fait plutôt sur l'usage, la réponse oui de temps en temps, donc sur un usage plutôt occasionnel pour l'instant du recours au psy, hein, qui reste finalement la majorité par rapport à l'ensemble. Ce qui est intéressant, parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit la couleur de son thérapeute, on sait l'importance de la régularité, du suivi dans le temps. Donc il y a peut-être là, autour de cet enjeu de dire, mais aussi de cet enjeu de sensibilisation à ce que ce soit presque quelque chose de normalisé, hein, d'avoir recours à un psy. Et je vais vous le faire comme si nous étions à l'Olympia, et comme si nous étions à la télévision. Je dis toujours, et alors maintenant, partout où je vais, même dans le TGV, on me dit « Ah, mais c'est vous qui faites ça ». Alors regardez, je vous le refais encore. Tu as un problème de vue, tu vas chez l'ophtalmo. Tu as un problème de dents, tu vas chez le dentiste. Tu ne te sens pas bien dans ta tête, tu vas voir le psy. Et il n'y a pas de tabou. Et vous pouvez répéter ces 3 gestes partout. C'est la marque de fabrique du psychodon. C'est vraiment faire tomber le tabou. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, d'autant plus que maintenant, notre président ou d'autres, mais bon, c'est vrai qu'on lui a demandé, il l'a fait. Il faut bien le signifier. Il a mis ces 10 séances qui sont maintenant conventionnées. Et donc c'est un vrai progrès. Les psys s'estiment très mal payés d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge, Monsieur le Président. Et ça veut dire aussi que ça a déstigmatisé une vraie profession de santé. Le psychologue est devenu un professionnel de santé. Et on peut aller le voir comme le dentiste dans ce geste de déstigmatisation ou comme l'ophtalmologiste. Et il reste un vrai progrès à faire pour que ce passage à l'acte-là, ce que nous on appelle le coming out psy, soit un peu plus osé, un peu plus signifiant, un peu plus pragmatique que oui, de temps en temps. Alors là aussi, il y a des populations différentes, hein, et je me rapproche pour voir mes antisèches, mais c'est l'ambivalence que j'évoquais. Si on regarde les plus jeunes, ce taux de 17% double. Hein, sur les moins de 25 ans, on est à 37% de fréquentation. Avec cette ambivalence, on a vu l'état... Sur les plus jeunes. C'est ça. On a vu l'état mental dans lequel ils s'auto-évaluaient. Ça, c'est la partie un peu inquiétante de l'image. La partie rassurante, c'est qu'il y a moins de tabous et qu'on consulte plus. Hein, puisqu'on voit que sur les plus âgés, à l'inverse, on a une consultation qui est beaucoup plus minoritaire. Donc sur tous nos sujets, en fait, hein, on a cet aspect un peu du positif et de l'inquiétant qui se répondent. Mais effectivement, on sent qu'il y a des choses qui bougent sur le fait de consulter. Voilà, donc on s'est un petit peu attardé sur ce chiffre, qui est aussi un chiffre très attendu et qui sera relayé sur les réseaux sociaux. Et par nos partenaires, 17% des salariés déclarent consulter un psy. Et on va mettre un psy au sens large pour englober les professionnels de santé dans toute leur diversité de compétences. Alors ça, c'était la partie un peu individuelle, hein, choix personnel.
Et puis, on parle effectivement des ressources au sein de l'entreprise à nos répondants. Et on leur demande déjà s'ils bénéficient de ressources qui favorisent le bien-être des salariés. Avec, vous voyez, un certain nombre d'exemples suggérés, des formations, lignes téléphoniques d'urgence, psychologues d'entreprise. Et là, toujours pareil, verre à moitié vide, à moitié plein, toujours 2 tiers de non, mais une évolution. Vous voyez, on a passé le cap du tiers qui bénéficie de ressources en entreprise. On a gagné 6 points dans l'année. Donc ça, c'est ce que vous évoquiez, Didier. On voit quand même que par rapport à quelque chose qui est quand même évoqué depuis quelques années, il commence à y avoir des actions réelles au niveau de l'entreprise. Ah ben oui. Et pour autant toujours pareil, verre à moitié vide, à moitié plein, la moitié nous dit bah oui, mais je ne les utilise pas, même un petit peu plus de la moitié. Et donc là, c'est tout l'enjeu encore à venir finalement. Hein. Est-ce qu'on n'a pas encore un enjeu de prévention pour rendre plus naturel, comme on l'évoquait il y a un instant, d'avoir recours à ce genre de service, puisqu'on a encore ce gain à accomplir. Et vous voyez ce que j'évoquais sur cette sorte de moindre tabou et cette ambivalence. Les plus jeunes aussi sont beaucoup plus à la fois sensibles au fait qu'il y ait ces ressources et sont aussi plus utilisateurs. Donc, toujours avec ces idées, oui, on en a plus besoin, mais en même temps, on ose plus s'en servir. Et la consultation chez un psy, nous, on a beaucoup participé à la déstigmatiser. Je salue le dernier spot qui a été fait par notre agence de com qui montre une jeune femme dans un bar avec sa copine. Elles sortent du bureau, elles sortent peut-être de la tour de chez KPMG, et puis elles boivent un verre, et puis elle a une sorte de toc. Elle prend sa chaîne, là, comme ça, puis elle fait je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai la gorge nouée. Et il y a ce silence pesant qui s'installe, où finalement on comprend bien que la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête et qu'il faut consulter dès les premiers troubles. Et c'est un spot que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, mais que vous pouvez retrouver aussi à la télévision. Et c'est très important de partir de la psychologie clinique, c'est-à-dire de symptômes comme la gorge nouée ou la boule au ventre, parce que c'est en partant de la clinique psychosomatique qu'on arrive vraiment à faire passer un message simple. Plein de collaborateurs, de collaboratrices peuvent arriver, sortir du métro et se dire « Waouh !» où j'arrive là à la Défense, toutes ces tours, dans le langage de mes enfants, ils me diraient « mais ça fait flipper ma tante » ou « je kiffe pas », enfin je sais pas comment ils diraient. Et il y en a d'autres qui diraient « j'ai la boule au ventre quoi ». Et donc, c'est important de bien le placer, ce langage-là. Et plus on arrive à le faire passer, plus on déstigmatise le coming out psy et la consultation. Et d'année en année, on suit avec intérêt le taux d'évolution de consultation des psys. Et ce spot et celui de l'année dernière sont les seuls spots en France qui vraiment poussent à la consultation psy. Et on va continuer ce travail dans les mois à venir. Et alors, en lien direct avec ça, cette année, on a donné la part un peu plus belle à un dispositif qui est complètement dans cet enjeu de déstigmatisation et de capacité à ne pas laisser le silence pesant s'instaurer, qui sont les premiers secours en santé mentale. Et donc, voilà, je ne sais pas à quel point votre connaissance, même si je sais qu'il y a un certain nombre de personnes Victor, qui est là particulièrement, et qui est en charge du développement des formations pour le psychologue, nous parlera tout à l'heure de la PSSM. De ces formations dont nous parlera dans un instant Victor, qui s'inscrivent dans une analogie au premier secours physique avec une dimension de sensibilisation, de stigmatisation peut-être un peu plus importante. Et on posait la question de... Premier secours en santé mentale. Voilà. La question de la notoriété, de la connaissance de ce dispositif. Alors attention, je viens sur la question, parce que vous allez voir, il y a des nuances à apporter. Au même titre que les premiers secours physiques, saviez-vous qu'il était possible de se former au premier secours en santé mentale? Et là, on a 30% de répondants qui nous disent oui, ce qui est un très beau score, et 12% qui nous disent oui, d'ailleurs j'ai déjà suivi cette formation. Ce qui est forcément problématique, puisque les données de PSSM France, l'institution qui donc organise ces formations, nous rappellent qu'au 1er octobre, on a eu 75 000, ce qui est déjà un très beau chiffre, mais qui est très loin de ces 12% des salariés français, 75 000 secouristes formés. Donc là, en fait, on voit... 70% disent non. Et 70% disent non, bien sûr, sachant que c'est depuis 4 ans que PSSM est actif en France. Donc, là, par rapport à des tests de notoriété classiques,
Les Voilà, objectifs j'ai envie de sont dire de que c'est plutôt 300 000 positif. citoyens Exactement. formés à 5 ans. Voilà. On en est très très loin. Alors, on en est très très loin. Et puis avec cet enjeu de communication qui est à la fois cette appellation de premier secours en santé mentale qui tire tout le bénéfice de cette analogie au premier secours physique, donc il y a vraiment un effet d'ancrage, mais avec le bémol qu'il y a manifestement clairement de la confusion encore rapidement. Donc voilà, cet enjeu pour nos amis de PSSM France de continuer de jouer l'analogie tout en étant capable de bien signifier la singularité pour faire progresser ces chiffres de manière plus Les structurée. premiers secours en santé mentale qui sont aussi proposés par le psychodon. En quelques clics, vous pouvez sur notre site vous inscrire aux formations de premiers secours en santé mentale qui en même temps bien sûr sont des formations partage, c'est-à-dire que toute l'offre B2B du psychodon, que ce soit Work Well Together ou les formations en santé mentale ou la PSSM ou Mon Cher Psy, une part des bénéfices ou les bénéfices reviennent à la recherche, à l'accompagnement des personnes malades, des aidants familiaux, des soignants et aux actions de prévention sur les territoires. PSSM, premier secours en santé mentale, là il y a un gros enjeu. Il y a un gros sociétal. enjeu, d'autant plus qu'on voit que c'est plutôt plébiscité. Si on passe sur le slide suivant, on a 80% des salariés qui trouveraient ça utile que l'entreprise délivre cette formation. Alors, 80%, donc plus d'un maintenant, quart très utile. nos formations, elles sont sur la plateforme KPMG Academy. Alors, s'il y a des entreprises qui nous suivent sur le live tweet de KPMG France, eh bien, il vous suffit de rejoindre la plateforme KPMG Academy et le catalogue en ligne vous permet de vous rapprocher des formations PSSM et du modulérage du psychodon pour sensibiliser vos collaborateurs à la santé mentale. Donc on fait des choses. Eh ben, c'est magnifique. Voilà. On n'en doute Et pas. c'est utile dans les entreprises parce Exactement. qu'il ne faut pas avoir peur d'emmener des formateurs en santé mentale en intra, échanger avec les collaborateurs. Ça se passe très bien. Et parler de santé mentale, je vous assure, ça fait pas mal. Alors, pour conclure, quelques éléments peut-être à retenir comme chiffres clés. Ce qu'on a vu, une note donnée par les salariés français sur leur santé mentale de 7,2 sur 10, qui prise comme ça n'est pas mauvaise, mais qui s'effrite. Cette ambiguïté que 2/3 des salariés français se sentent épanouis professionnellement, même s'ils sont 80% à ressentir de la fatigue mentale due aux exigences et aux pressions du travail. On y a passé un certain temps un chiffre en augmentation qui est celui de la consultation, au moins occasionnellement, d'un psy. Et puis cet enjeu qui continue de monter. On a toujours 80% de salariés qui nous disent que la santé mentale est un enjeu préoccupant, mais 30% que c'est très préoccupant. Et puis la progression qui monte tout doucement des entreprises qui ont mis en place des actions, qui a passé le cap du tiers de ces entreprises. Donc On était 2 à tiers, 30% l'année dernière. 2 tiers, voilà. Ça qui progresse un peu dans les entreprises. Le déploiement d'offres, de solutions, d'accompagnement, mais on voit bien la on marge. voit la marge de progression. Et alors on la voit avec d'autant plus de préoccupation quand on regarde certaines populations, certains profils. On a parlé de fragmentation, donc on a regardé certains profils qui mettent vraiment en exergue des populations à risque. Ici, on a distingué 3 populations. Une dont on a déjà parlé, qui sont les télétravailleurs, avec toute cette ambiguïté d'une perception massive d'un impact positif du télétravail sur leur santé mentale, mais aussi de ce ressenti de fatigue, plus 10 points par rapport à la moyenne nationale, qui fait que ils vont aussi plus être suivis par un psy, pour un quart d'entre eux. Deuxième population vraiment à risque, on insiste dessus, même si on le voit dans toutes les enquêtes, c'est les plus jeunes. Ici, ils sont nés sur les 18-24 ans, donc vraiment les plus jeunes des salariés. Une note d'auto-évaluation qui bascule vraiment dans la pas bonne note, moins 0,7 points par rapport à la moyenne. Rappelez-vous cette concentration de notes très mauvaises, 22% d'entre eux qui donnent des notes en dessous de 5. Et effectivement, voilà, cette ambivalence de plus d'usage, aussi bien d'un psy au niveau individuel que de ressources disponibles en entreprise, qui montre qu'il y a probablement moins de réticence, mais qui fait écho à ce besoin énorme et franchement préoccupant. Et puis un secteur, alors on ne vous a pas parlé cette année, parce que c'est un peu un point récurrent, le secteur public est quand même un peu moins noté partout, ça on le sait, mais là, un secteur dont on ne parle pas toujours comme un secteur à risque, c'est le secteur banque, assurance, immobilier,
où là aussi tous les compteurs explosent. Celui de la fatigue mentale due aux exigences et aux pressions du travail, plus de 90%. Plus de la moitié d'entre eux qui sont dans un état d'esprit négatif en débutant le travail. Et donc plus de suivi de psy. Et à rapprocher de 2 critères objectifs, c'est que il y en a beaucoup plus qui sont en télétravail. Et puis tiens, on revient sur le point, près de la moitié qui sont dans une culture managériale directive. Et ça va être notre dernier mot qui va aussi être un message un peu plus d'espoir. C'est cette question que j'évoquais de la culture managériale dans laquelle baignent nos répondants. On leur a posé cette question, alors non pas de grands enjeux de gouvernance, plus ou moins libérés, partagés, etc., mais très concrètement, comment vous diriez que les décisions qui touchent votre travail au quotidien sont prises généralement? Et il y avait 3 propositions qui ont donné cette répartition relativement équilibrée, avec un gros tiers qui nous parle qui choisissent un état plutôt directif, où les décisions sont prises centralement par la direction et ça se diffuse verticalement, donc c'est le classique très commande et contrôle, qu'on retrouve plutôt en grande entreprise, à 50%. Un autre tiers, on est plutôt dans ce qu'on a nommé le consultatif, c'est-à-dire certains collaborateurs sont consultés pour avis avant prise de décision centrale. Et puis 30% d'une culture collaborative, où là on est vraiment dans cette notion de subsidiarité. Les décisions sont prises au niveau des personnes compétentes et concernées par leur impact, sans que la direction soit toujours impliquée. Et alors là, c'est le message d'espoir. Vous voyez que quand on est dans cette culture-là, tous les indicateurs explosent, mais dans le bon sens. On se sent beaucoup plus épanoui dans le travail, presque 8 sur 10, 9 points de plus. On a un état d'esprit positif en débutant le travail pour 3/4 des répondants, 13 points de plus que la moyenne. Et 1/3 ne ressentent jamais de fatigue mentale due aux exigences et aux pressions du travail. C'est 13 points de plus que la moyenne. Et évidemment, en conséquence, la note auto-évaluation de la santé mentale est bien meilleure. On frôle le 8, on est à 7,7 et on a moins besoin d'aller chez le psy. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on compare ces éléments-là sur cet effet de la culture avec d'autres enquêtes qu'on a pu mener, je peux par exemple vous renvoyer une enquête publique cette année d'OpinionWay pour Lonsdale sur les cultures justement d'entreprise. On voit aussi l'impact d'une culture collaborative sur l'attractivité, la fidélisation des salariés. Et on a encore d'autres enquêtes qui montrent le lien avec à la fois le sentiment de sécurité psychologique et la performance de l'entreprise. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a une martingale en fait dans tout ça, mais plutôt d'attirer l'attention sur le fait que tous ces enjeux qui peuvent être un peu, on l'évoquait, presque paralysants, un peu dans ces chiffres préoccupants, il y a quand même une voie et qui remet aussi du contrôle et de la capacité et de la responsabilité entre les mains de l'entreprise, qui parle vraiment d'organisation du travail, de culture managériale, qui est d'aller vers quelque chose de plus responsabilisant et plus collaboratif, qui est plus épanouissant pour les salariés. Voilà, pour donner un message un peu plus positif au terme de cette restitution d'enquête. Et c'est peut-être ce message plus positif qu'il faut restituer aussi sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Et puis, pour les chiffres qui sont donnés à la presse, on entend quand même que... Et en fait, j'ai envie de dire, pour toujours essayer de rester très ancré, très simple, que c'est simple comme bonjour, quoi. Enfin, dans les entreprises, plus on s'occupe de la personne, plus on est dans un management, pour employer un terme entreprise, qui est un management collaboratif, participatif, où la personne, ses enjeux est considérée, est au centre, plus finalement, comme si on le découvrait, ça se passe bien. C'est juste que les personnes, elles ont besoin dans l'entreprise d'être regardées, d'être accompagnées, d'être entendues, de partager avec d'autres. C'est tout simple en fait. Et que depuis combien de temps ? On s'est un peu égaré dans les formes de management avec les conséquences qu'on en a vues ces dernières années. Et finalement... il se trouve que le Covid est passé par là et que maintenant, dans les grandes entreprises, on en est à négocier 2 jours, 3 jours de télétravail et que cet élément nouveau s'ajoute à la quête de sens qui revient beaucoup chez les jeunes dans les entretiens qu'on a. On voit bien que ce qui les intéresse, c'est des entreprises où il y a du sens, où il y a un management collaboratif, où ils se sentent considérés, où il y a une vraie place pour le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, etc. De l'équilibre et de la flexibilité et effectivement, qui sont des enjeux, un peu des défis managériaux par rapport à ce qui a pu être fait pendant un certain temps, mais où on voit et où on arrive à chiffrer et mesurer une réalité avec un impact positif
à l'alignement, hein, finalement, des enjeux de performance économique et des enjeux des acteurs. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. S'il y a des questions, on peut les prendre. Et puis, on peut aussi avancer vers justement la PSSM pour qu'on en parle plus précisément. Alors, je vous précise, je vous dis là qu'avant que j'oublie la présentation qu'a fait Pierre-Étienne Bost, elle sera en ligne cet après-midi, je crois, ou à partir de midi sur le site du Psychodon. Et pardon ? Ça y est, c'est formidable, la magie. Alors, elle est en ligne, donc vous pouvez faire les tweets, vous pouvez communiquer sur Instagram et ailleurs. Elle est en ligne. Vous retrouvez les chiffres du baromètre Opinionway Psychodon sur la santé mentale des collaborateurs en France sur le site du Psychodon, www.psychodon.org. Un élément qui a été abordé au cours de cette présentation, c'est la PSSM, les premiers secours en santé mentale. Et voilà un jeune homme qui va abaisser le niveau de vie. Parce qu'il est jeune, il a de la chance, qui va la moyenne de nos âges, je veux dire, pas le niveau de vie. Ouais, le niveau de vie. Ouais, Victor, mais non, parce qu'on va tous vivre très vieux. C'est ça. Victor, tu es en charge donc des formations pour le Psychodon, et puis tu es formateur accrédité ou agrédité on dit ? Accrédité, oui. PSSM, premier secours en santé mentale. Peut-être que tu peux nous en parler. Carrément. C'est marrant parce que chaque fois que je parle de PSSM, etc., on l'a vu, il y a 70% des salariés qui ne savent pas ce que c'est. Chaque fois que je parle de PSSM, on me dit PSS quoi ? PSSM quoi ? Donc, premier secours en santé mentale, c'est une formation qui gagne à être connue sur les sujets de santé mentale. Pour vous la présenter un petit peu rapidement, je vais d'abord revenir aux origines. C'est une formation qui est apparue en Australie, début des années 2000, entre un soignant et un soigné, qui se rencontrent et qui se disent qu'il faudrait qu'on construise quelque chose qui puisse accompagner le grand public à être formé sur les sujets de santé mentale, à avoir une base, une structure, des connaissances, une notion sur les réflexes à avoir, etc. Donc, ils construisent avec ces deux parties cette formation-là. Ça s'est énormément développé depuis. Aujourd'hui, c'est présent dans 27 pays. Il y a plus de 6 millions de secouristes dans le monde. En France, c'est apparu en 2019. Comme un petit clin d'œil prémonitoire pré-Covid. Et dans cette formation, on aborde énormément de sujets. Si je devais la résumer en une phrase, ce serait apprendre à adopter les bons réflexes lorsqu'on est en face d'une personne qui est en souffrance psychique ou psychologique. Donc c'est vraiment, on s'inscrit comme un secouriste et un relais, un intermédiaire entre la personne en souffrance et son accompagnement. Lors de cette formation, qui dure 2 jours, 14 heures, ça peut être réparti de manière différente pour être le plus adapté possible à l'entreprise, on aborde un grand nombre de thématiques. C'est assez dense. On va parler de dépression, on va parler d'idées suicidaires, on va parler d'anxiété, de crise de panique, d'état de stress post-traumatique, de troubles psychotiques, de troubles liés à l'utilisation de substances. Donc on voit qu'en fait, on balaye un spectre qui est super large, qui nous permet, nous, de nous dire ok, maintenant, quand je vais me retrouver en face de quelqu'un qui est dans cette situation, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais le mettre en place ? Comment je vais réagir ? Qu'est-ce que je dois faire ? Mais aussi, qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Le fameux « il suffit que tu te mettes un coup de pied aux fesses », par exemple. Et ben, tout ça, on le déstigmatise. On travaille autour de ces thématiques-là. Dans les personnes dépressives, au cas où vous en doutiez, il ne suffit pas d'en mettre un coup de pied aux fesses. Ça ne marche pas. Autrement, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de dépression chronique. Bah, c'est ça exactement. Et puis c'est cette idée, quoi, toujours dans le même processus que là on vit ensemble en ce moment aussi, c'est déstigmatisation. On parle du sujet, la santé mentale, c'est un sujet par lequel on est tous concernés. C'est normal qu'on puisse en parler plus librement. On le voit, hein, les chiffres de l'OMS, c'est 1/5 de la population en France. Donc ça veut dire que même si on n'est pas concerné nous directement, on est forcément concerné dans notre entourage, quoi. Alors je précise, Victor, et tu m'arrêtes si je me trompe, que les formations en PSSM, c'est 2 jours, 14 heures. C'est une formation qu'on appelle une formation certifiante. On pourrait presque dire diplômante, parce que les personnes repartent avec un certificat, un brevet de secourisme en santé mentale. Donc c'est pas rien, ça veut dire
Voilà, il y a un acte posé. Désormais, je suis secouriste en santé mentale. Ça peut dire de moi et ça peut dire de moi aux autres dans les entreprises. Et j'ajoute aussi que pour les entreprises qui accueillent cette formation en intra, et KPMG Academy va nous aider à porter cette offre vers ses clients et auprès des entreprises avec lesquelles vous travaillez sur tous les territoires de France, eh bien, cette offre, elle peut être aussi sur 2 jours. Ça peut être une journée là et une journée ici. Et puis, ça peut être... 4 demi-journées aussi. 4 demi-journées, réparties par exemple sur un trimestre où on se retrouve... Mais un mois, je crois, maximum, ou un mois et demi. Où on se retrouve sur ces temps-là jusqu'à la certification des collaborateurs qui deviennent secouristes en santé mentale. Ils peuvent devenir aussi des référents dans les entreprises. Dans les systèmes intra, on dit, ben voilà, dans l'entreprise, il y a tel et tel et tel et tel, ils sont secouristes en santé mentale, au cas où, quoi. C'est des ambassadeurs, quoi. Des référents, des ambassadeurs, ça peut être des points de relais aussi, justement pour détecter les premiers signes. Didier le disait, c'est certifiant. Derrière, on repart avec un diplôme de secouriste. Aujourd'hui, ça a de plus en plus de poids de dire je suis secouriste en santé mentale, surtout qu'on sait que ces sujets ils sont de plus en plus abordés dans la société. Et que les jeunes sont sensibles. Preuve en est aujourd'hui, et que les jeunes sont de plus en plus sensibles. On voit les deltas de chiffres sont quand même assez marquants entre les consultations psy de jeunes et moins jeunes. Et aussi, puisque tout à l'heure, Pierre-Emmanuel parlait de la comparaison avec les premiers secours en santé physique. C'est vrai que c'est aussi un point de repère, dans le sens où, aujourd'hui, on va se dire, si je suis en situation, que quelqu'un fait un AVC, bah, peut-être que je vais réussir à faire un massage cardiaque. Ou du moins, on m'a appris, si j'ai suivi cette formation, à faire un massage cardiaque, en attendant que les secours arrivent. Et ben, c'est un peu pareil avec les premiers secours en santé mentale. Si je suis confronté à quelqu'un qui a des idées suicidaires, comment est-ce que je vais parler de ce sujet-là avec lui? Vers qui je vais l'orienter? Qu'est-ce que je dois dire, pas dire? Et ça, c'est super fort, hein. Les chiffres du suicide, ils sont assez marquants, hein. C'est 3 fois plus nombreux que les accidents de la route aujourd'hui en France. Un suicide toutes les heures, donc c'est pareil, on est tous concernés par ces sujets-là. Il faut au moins qu'on ait des premières billes qui nous permettent de dire « Ok, j'ai une boîte à outils, je peux l'utiliser ». Et c'est aussi la force de cette formation, c'est qu'en fait, on repart avec une méthode, un plan d'action à mettre en place. Ce qui est super important parce que forcément, les gens qu'on est amené à confronter, c'est des gens de qui on est proche, soit relationnellement, soit géographiquement. Et bien, cette méthode, c'est comme une béquille sur laquelle on peut s'appuyer pour ne pas tomber dans une relation très émotionnelle de dire « Oh là là, la personne n'est pas bien, je ne sais pas comment réagir ». Non, j'ai toujours ma méthode, je peux revenir dessus, me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai oublié comme point ?» Et ensuite, je mets en place le meilleur accompagnement possible. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me disais que je suis très content que tu rejoignes le Psychodon, parce que c'est une bonne recrue. Et je pense que les collaborateurs des entreprises, et les jeunes en particulier, vont avec toi et d'autres formateurs passer 2 jours tout à fait denses, tout à fait riches, quand j'entends l'enthousiasme et la précision avec lesquels tu nous parles de ce sujet. Et vous avez déjà proposé des sessions, c'est en ligne là aussi, www.psychodon.org pour vous inscrire aux formations PSSM. Il y a déjà des groupes en octobre. Tu vois, même toi, tu as du mal à dire si c'est PSSM ou... PSSM, premier secours en santé mentale, voilà. Oui, carrément, donc il y a une session là fin octobre, on en a prévu normalement aussi fin novembre et début décembre. Donc ça se développe pas mal. Il y a encore 2-3 points que je veux rajouter juste sur cette formation. C'est le fait que, évidemment, en 2 jours, on ne devient pas thérapeute. Hein. Et on ne devient pas non plus un professionnel de santé pour faire des diagnostics. Sinon, on serait soit de très mauvais professionnels de santé, soit de très mauvais thérapeutes. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à repérer les premiers signes. Et on en parlait tout à l'heure de la fatigue dans les signes avant-coureurs. Et ben, on a la capacité de se dire, ok, par rapport à cette situation, j'ai une balise qui s'allume dans ma tête parce que c'est des points que j'ai déjà vus. Et du coup, je sais que ce que je peux mettre en place derrière pour accompagner le mieux possible la personne. Donc ça, c'est aussi quand même un point très important dans la formation. Parce que souvent, les gens, ils ont l'impression qu'ils vont devenir thérapeutes quoi, quand ils arrivent à la fin. Ah bah voilà, je suis secouriste en santé mentale, donc je suis psychologue. C'est pour ça que je mets quand même cette distance en fait, dans la marge de manœuvre que nous, on peut avoir en tant que secouriste en santé mentale. C'est une initiation citoyenne. Exactement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, de dire que c'est une sensibilisation citoyenne à la santé mentale? Complètement, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, ça a fait partie des assises de la santé mentale en 2021, donc une ordonnance des différentes actions qui peuvent être mises en place au niveau étatique ou non sur la santé mentale, et ça fait partie des points clés. Donc on voit qu'il y a vraiment un switch de mentalité sur cette formation, et qu'elle s'inscrit comme une vraie réponse à un besoin, quoi. Quand on voit sur les chiffres que 4 salariés sur 5
aimeraient que ce soit mis en place dans leur entreprise, on se dit que ça a de la valeur ajoutée. Et puis je pense qu'il ne faut pas seulement prendre le prisme du salarié, il faut aussi prendre le prisme de l'entreprise. Pour l'entreprise, on le sait aujourd'hui, la majorité des arrêts maladie de longue durée, c'est lié à la santé mentale. C'est la première cause d'arrêt maladie. Exactement. C'est la première cause de dépenses de soins et de santé du sanitaire, c'est 180 milliards d'euros. Toutes caisses d'assurance maladie confondues. Donc oui, il y a un vrai défi. Alors on continue à le redire. Et puis ce que tu vas développer auprès des entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons et avec KPMG Academy, c'est l'intra. Pour conclure 2 mots là-dessus, ça veut dire que toi et d'autres formateurs, vous allez vous déplacer dans les entreprises pour déployer ces 4 demi-journées ou ces 2 journées ou ces 2 fois une journée. Exactement. Et donc on voit aussi que finalement les points positifs, ils sont à la fois pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Et je pense que c'est en ayant ce regard un peu presque gagnant-gagnant qu'on va pouvoir mettre en place des choses, que ça va pouvoir se mettre en place plus facilement. Donc c'est un autre point à garder en tête. Pour finir un peu avec un dernier mot là-dessus, et après je vous laisserai si vous avez des questions, on l'a vu, il y a 75 000 secouristes aujourd'hui en France, 6 millions dans le monde. L'objectif de PSSM France, c'est d'atteindre 750 000 secouristes en 2030. Donc c'est de faire x10. Premier objectif de 300 et après c'est 750 000 en 2030. Donc c'est de faire x10. C'est-à-dire que c'est un train qui avance vite, quoi, et donc ça vaut le coup de le saisir, parce que derrière, tout le monde y gagne, aussi bien l'entreprise que les salariés. Donc voilà. Voilà, Victor, petit et grand par la taille et les idées. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Eh bien sûr, j'imagine bien. Grand classique. C'est ça. Et merci de ces précisions. Vous pouvez retrouver Victor, vous qui nous suivez sur le live tweet ou sur les réseaux sociaux, pour vous inscrire à ces formations PSSM. Et c'est en ligne, www.psychodon.org. Eh bien, merci beaucoup. Je l'ai bien fait? Super bien. Bon, ça va. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Autre solution déployée dans les entreprises, alors il y a cette solution PSSM, les premiers secours en santé mentale, où on peut se sensibiliser et devenir donc secouriste en santé mentale et par là même être un ambassadeur de la santé mentale et, comme nous l'a dit Victor, ouvrir les premières paroles de déstigmatisation avant que les troubles psychiques deviennent majeurs. Je vous rappelle que lorsque l'on parle de la santé mentale, c'est-à-dire cette orchestration du biologique, du psychologique et du social. La santé mentale, c'est un triptyque, bio-psycho-social. Cette orchestration-là, et lorsqu'elle se dérègle, il y a des degrés. C'est d'abord des troubles, le trouble anxieux ou le trouble dépressif. Puis ça peut devenir maladie avec traitement, maladie, la dépression, la bipolarité, avec des traitements de médication ou de la psychothérapie, ou les deux, ou d'autres choses. Puis ça peut devenir un handicap, avec une vraie reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. Et en matière de prévention et de consultation, avec le psychodon et la compétence de Solène Brost, qui est neuropsychologue, nous avons mis en avant la plateforme Mon Cher Psy. Et alors ça, c'est ultra innovant et on espère que KPMG va beaucoup nous accompagner là-dessus et que les entreprises vont bien comprendre qu'autrefois, il fallait des tickets restaurants pour être bien nourris et c'est très important et nous sommes tous bien nourris. Mais maintenant, il faut que les entreprises adhèrent et qu'il y ait des tickets psy. Les tickets psy, et vous pouvez les retrouver sur la plateforme Mon Cher Psy. Et là aussi, elle est en ligne, www.psychodon.org. Et peut-être que Solène, vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Et c'est parti d'un constat. Oui, merci Didier pour cette introduction. Alors, je vais aller dans la suite de ce qu'on a entendu. D'ailleurs, j'ai entendu des nouveaux chiffres tout à l'heure dans ce baromètre. Merci pour quand j'entends que 80% s'inquiètent de leur santé mentale, c'est 80% des salariés, etc. Il y a des chiffres un petit peu nouveaux. Ça fait longtemps qu'on entend que 30% sont en souffrance, 40%, etc. Mais là, on entend des chiffres qui sont encore un peu plus frappants. Et donc, ça renforce les éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour ma part, on est parti avec mon équipe d'expérience en cabinet spécialisé en santé au travail et on s'est rendu compte que certains outils, certaines démarches qui étaient mises en place dans les entreprises, finalement ne fonctionnaient pas autant qu'elles le devraient. Par exemple, il y avait des diagnostics RPS, QVT, qualité de vie au travail, santé au travail,
qui sont sur de très longues durées, qui sont coûteux, qui mettent beaucoup de temps, et puis dont les résultats finalement sont assez attendus. Souvent, c'est un peu ce qu'on s'était dit lors de la première réunion du comité de pilotage. Problèmes de communication, manque de reconnaissance, des problèmes relationnels et managériaux. Et puis oui, pourquoi on y a passé tout ce temps ? Et puis, on se rend compte aussi lors de ces diagnostics, souvent, c'est qu'il y a des préconisations qui sont faites, des pistes d'amélioration, et puis le contrat s'arrête là. Finalement, il y a peu de choses qui sont mises en place. Et puis, on y a passé beaucoup de temps et puis il y a peu d'effets. Il y a aussi toutes les actions de formation. Alors là, des actions de formation, notamment à destination des managers. Ça, c'est vraiment important de les accompagner dans leur rôle au quotidien. Il y a un impact qui est très fort. Bon, un coût moindre parce qu'il y a moins de personnes à former, etc. Et puis, généralement, une bonne satisfaction de toutes ces actions de formation en prévention secondaire. Et puis après, on a les numéros verts. Les numéros verts dans les entreprises, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'on se rend compte sur ces numéros verts pour avoir été au bout du fil pendant plus de 10 ans, il y a seulement 1 à 3% des salariés qui les utilisent. Alors quand on nous dit qu'il y en a 30 qui sont en souffrance, 80 dans les derniers chiffres qui s'inquiètent de leur santé mentale. Il faut vraiment le mettre sur les réseaux sociaux. 1 à 3% des salariés utilisent les numéros verts, les plateformes d'appel psy, alors que toutes les entreprises nous rabâchent. Ah, mais on a déjà des trucs, on a un numéro vert. Et comme dirait un de mes enfants, ouais, mais mec, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, moi, je parce suis que plus modérée. 3%, c'est pas suffisant vu les enjeux. Non, je suis plus modérée, Didier, parce que sur ces numéros verts, on touche quand même des personnes qui sont vraiment en souffrance et qui vont pouvoir avoir un accès à un psychologue, etc. Mais en tout cas, en effet, il y en a un grand nombre qui passent à côté de ces dispositifs. Et malheureusement, c'est bien dommage. Seulement, dans les numéros verts, on sait que ça ne fonctionne pas très bien parce qu'il y a une exigence émotionnelle forte, parce que c'est difficile d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas quel est le psy qui est à l'autre bout du fil. On ne sait pas non plus. Allez, si je veux être taquin, est-ce qu'il est en France? Et comment il a été formé? Sur quelle plateforme il est et où? Bref. On ne sait pas non plus quel impact ça va donner, s'il va y avoir vraiment une confidentialité, etc. Donc, les salariés l'expriment, ces difficultés, ces inquiétudes, ils l'expriment sur les numéros verts et finalement, ils sont sous-utilisés. Alors, face à ça, donc, mon cher psy propose des alternatives. Alors, face à la place des diagnostics RPS, nous, on fait du coaching d'organisation. Le coaching d'organisation, c'est quoi? Tous les coachs sont formés à HEC en coaching d'organisation. Lors de la première réunion du comité de pilotage, entre guillemets, on définit déjà les axes de travail. Mais dans un diagnostic, c'est ce qu'on fait aussi, on sait déjà quels sont les problèmes lors de cette première réunion. Et tout de suite, on passe à l'action. Tout de suite, il s'agit de mettre les salariés au travail et d'être dans la transformation, dans le passage à l'action. Donc là, on mesure petit à petit les effets. C'est assez récent, le coaching d'organisation, mais on sent que vraiment, il y a du potentiel. Après, bien sûr, il y a les formations. Merci au catalogue KPMG, toutes ces formations sur la santé mentale. Nous, on fait des formations sur le stress, sur le management, sur la gestion des conflits, des motivations, etc. Là, on sent vraiment qu'il y a une demande et il y a un besoin, surtout pour les managers, RH, etc., de se faire accompagner. KPMG Academy, où vous retrouvez la formation, le module RH du psychodon. Et c'est une formation hybride. C'est-à-dire que ça peut être une journée de 7 heures. En gros, c'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce qu'une maladie psychique? Comment la repérer en entreprise? Et quelles solutions apporter aux managers? Et cette formation, ou de 7 heures, ou un mixte e-learning, classe virtuelle, présentielle, ou tout en e-learning, eh bien, elle est portée maintenant par un Fort Santé, et vous la retrouvez donc sur le catalogue de KPMG Academy. Et on espère beaucoup que les entreprises vont prendre conscience que c'est nécessaire que ce module RH du psychodon de sensibilisation à la santé mentale soit déployé sur les territoires. Et je fais un petit salut à un des mécènes du psychodon, qui est Philippe Dordano, qui est le président du METI, des ETI. Et sur les réseaux sociaux, on peut dire que, voilà, j'appelle les ETI à intégrer le module RH du psychodon dans les dispositifs de formation de ces entreprises.
Et puis la dernière alternative, donc la plateforme Mon Cher Psy, je ne sais pas si certains ont eu la curiosité d'aller voir. Mon Cher Psy, c'est quoi? C'est une plateforme avec des psychologues partout en France. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 psychologues, sur tous les territoires. Le but, c'est que le salarié puisse, en 3-4 clics maximum, puisse prendre rendez-vous avec le psychologue de son choix. Peut-être le psychologue qui est en bas de chez lui, peut-être un psychologue qu'on lui a conseillé, peut-être un psychologue qu'il connaît déjà et qu'il rassure, et que ces rendez-vous puissent être pris en toute confidentialité, bien sûr en tout anonymat, puisque c'est des psychologues complètement extérieurs à l'entreprise, et que ces séances soient prises en charge via les tickets psy prépayés par les entreprises. Prépayés par les entreprises. Et pour les collaborateurs, c'est très intéressant parce qu'ils reçoivent, tu m'arrêtes si je me trompe, il reçoit un code. Ce code, il va aller le rentrer dans la plateforme Mon Cher Psy. Il va avoir accès à des psys à côté de chez lui, des vrais psys, hein, pas à l'autre bout de la planète et avec des diplômes qu'on ne connaît pas, des vrais psys. Et puis, il va des psychologues, il va pouvoir les consulter, ce sera prépayé. L'entreprise ne saura pas qui a consulté qui et à quel moment et sur quel territoire. Et le salarié a le confort que ce soit une vraie prestation financée par son entreprise. Tout à fait. Alors, il faut quand même dire qu'on a un lien avec l'entreprise, avec les DRH, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans la mise en place du dispositif et on va aussi leur faire des bilans. Alors, non pas sur le contenu, bien sûr, des séances, puisqu'on n'est pas les psys qui reçoivent les gens, etc., mais sur l'utilisation par les salariés de l'entreprise de la plateforme, par leur profil un petit peu, et puis voilà le type de problématique. Mais des bilans qui permettent de ne pas trahir, bien sûr, la confidentialité. Un petit mot avant de terminer sur les valeurs fortes de Mon Cher Psy en accord avec le psychodon. D'abord, bien sûr, la solidarité, Didier l'a répété plusieurs fois, mais notre volonté, c'est vraiment aussi d'agir et de déstigmatiser la santé mentale, donc rendre accessible la consultation au plus grand nombre, voire à tous, idéalement. On a tous, tout à l'heure on disait besoin du dentiste, besoin de l'ophtalmo, etc., mais on a tous besoin de temps en temps d'aller s'épancher un petit peu aussi. Regarde l'exercice, tu vas voir comme c'est difficile et comme c'est de faire tendu. les dents. Non, mais regarde. Là, on est un tout petit groupe parce qu'on est surtout sur les réseaux sociaux. Regarde comme ça va être délicat. Qui a déjà consulté un psy ici? Pop, tu vois Didier, même s'il y a plein de mains levées. Plein de mains levées. Vous êtes courageux, c'est bien. Là, il y a plus de 2/3 de ce petit groupe qui a levé la main. Mais vous savez, à la fois vous êtes courageux, c'est génial, et en même temps, pas tant que ça. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensibilisé au sujet. Et que ce qui nous reste à faire, ce sont tous les autres. Maintenant, vous avez des rubans. Et quand vous allez nous quitter tout à l'heure, vous qui êtes sensibilisés, tous ceux-là, mesdames, messieurs, qui ont levé la main en ayant déjà consulté un psy, vous allez leur dire à tous que ça fait pas mal, que ça peut être utile, et vous pouvez leur dire tout simplement, mais toi, comment tu te sens, comment tu vas? Victor nous l'expliquait tout à l'heure, il n'y a rien de pire que le non-dit, en fait. Les passages à l'acte suicidaire ou les dépressions qui s'installent, c'est souvent parce qu'il y a une vraie solitude qui s'est installée dans l'entreprise. Et d'ailleurs, dans les séances de PSSM, on le voit très bien. Les collaborateurs qui ont des boîtes mail qui sont surchargées, qui fuient les temps de communication en convivialité ou en groupe, qui arrivent un peu en retard, qui traînent à partir. Enfin, il y a des tas de points d'alerte. Et il suffit qu'on les voie. Et vous qui êtes sensibilisés, maintenant, vous allez nous aider à déstigmatiser davantage. Et il y a d'autres valeurs pour Mon Cher Psy, c'est la simplicité et la confiance. Très bien. La simplicité, pourquoi? Parce que quand on n'est pas bien, il faut que ce soit simple, hein, donc pas plus de 3 clics. Si vous allez sur la plateforme, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'action, etc. Il y a 3 clics, je clique pour me géolocaliser, je vois les 3 psys autour de chez moi, je choisis mon psy, je prends rendez-vous. Enfin, tout, faut que ce soit vraiment très simple, parce que quand on ne va pas bien, c'est déjà compliqué. On a vu que la démarche d'appeler un numéro vert, c'est très difficile et c'est une exigence forte émotionnelle. Là, nous, ce qu'on a voulu, c'est qu'au contraire, ce soit très simple et très facile. Et en confiance. Alors, la confiance, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi les numéros verts, finalement, ne fonctionnent pas si bien? C'est cette peur de la confidentialité, du manque d'anonymat, etc. Et c'est ça que nous disent tous les salariés, toutes les personnes qui utilisent les numéros verts. Donc là, l'avantage de la plateforme, c'est qu'elle permet d'être mis en lien avec un psychologue que je connais, en qui j'ai pleinement confiance
qui est complètement extérieur à mon entreprise, qui n'a aucun lien avec l'entreprise. Et donc, ça permet de me rassurer et de pouvoir profiter pleinement de ces consultations en toute confiance. Et mon cher psy est garant de la confidentialité, c'est-à-dire que l'entreprise ne saura pas qui a utilisé les tickets psy, comment et quoi et qu'est-ce. Et moi, j'ajoute quelque chose, c'est que la plateforme Mon cher psy qui est déployée par le Psychodon est une plateforme solidaire. Avec tout ce qu'on s'est dit, vous commencez à sentir que la santé mentale, pour certains opérateurs, vous savez quoi? Ça va devenir un marché. Et là, pour les réseaux sociaux, attention de ne pas faire autre chose que de poser en question. Je n'ai pas dit la santé mentale est un marché. J'ai dit la santé mentale va-t-elle devenir un marché? Point d'interrogation. Et il y a des opérateurs qui ont monté aussi des tas de produits. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est du business. Parce que ces opérateurs-là, ils ont là, qui se reconnaîtront, je vais être polémique 2 instants, là, un investisseur irlandais, là, un investisseur de fonds de pension américain, là, un investisseur d'Arabie Saoudite. Bref, ils ont monté des plateformes, et boum, et boum, et boum. Simplement, les psys sont à l'autre bout de la terre, ils ne respectent pas les personnes parce qu'ils payent les psys 300 balles par mois, et on n'est pas au bled, comme diraient mes enfants. Nous, ici, cette plateforme, elle est solidaire, elle est responsable, elle est made in France, et les psys sont des psys certifiés. Et c'est très important qu'on entende que nous soyons dans des relations de confiance entre la personne et le psychologue, mais aussi entre la plateforme, les opérateurs, les professionnels de santé, et que globalement, c'est un cercle qui est un cercle vertueux, et français, et solidaire. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup. Solène, que vous pouvez retrouver aussi sur notre site. Et puis, vous qui êtes sur Twitter, vous pouvez la contacter aussi pour faire entrer Mon cher psy dans les entreprises, puisque cette offre, voilà, maintenant est disponible. On espère que vous la choisirez nombreux. Merci Solène. Merci. Elle vous a expliqué pourquoi adhérer, hein, et je pense que Solène pourrait bien sûr y revenir, mais vous la rencontrerez bien sûr sur le site. On accueille Robert Zuili, qui est psychologue clinicien, qui nous vient de Montréal, qui a fait un long voyage et qui a créé Work Well Together et qui angle cette proposition aussi soutenue, portée dans l'offre B2B du Psychodon vers la qualité relationnelle, parce qu'elle se conjugue avec la santé mentale des collaborateurs, cher Robert. Bonjour Didier, bonjour à toutes et tous. Je regardais derrière moi pour voir si j'étais suivi par un psy, mais a priori non, pas en ce moment en tout cas. Et comme je suis soucieux de ta santé mentale, oui. Je te propose qu'on intervertisse. Je vais te libérer d'une certaine charge mentale en touchant l'ordinateur. Mais t'as vu? Vas-y. Je suis même arrivé à appuyer sur les boutons. Ravi de vous retrouver. Je viens de Montréal, effectivement. Alors, pas exclusivement exprès pour ça, même si c'est une cause très importante. Bien sûr. Je suis psychologue clinicien. Je suis très sensible à cette question de la santé mentale. J'ai fait beaucoup de recherches depuis ces 20 dernières années sur la question de la souffrance au travail. Et Work Well Together, c'est l'aboutissement de 20 années de réflexion sur quels sont les leviers qui pourraient nous aider à traiter de cette question de la souffrance au travail et comment on peut faire pour agir de manière concrète. Work Well Together, ce sont des actionnaires, des cofondateurs. On n'a pas de fonds de pension, on n'a rien de tout ça. Mais tous préoccupés par une question, c'est de se dire pourquoi on vient travailler? Qu'est-ce qui nous donne envie de travailler? Pourquoi je me lève le matin et pourquoi je reste chez mon employeur? Le psy que je suis trouve très préoccupant qu'on puisse ne pas traiter ce sujet de manière fondamentale. C'est clé pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Avoir des salariés qui sont en bonne santé mentale, c'est assurer que l'entreprise puisse créer de la valeur. Et donc permettre aussi de se développer de manière pérenne. Et évidemment, c'est un double avantage pour tout le monde. On a parlé de gagnant-gagnant. Alors, un petit chiffre, enfin 2, ça va vite, mais quand on pose la question aux salariés, au fond, ils se disent oui, c'est important d'avoir de bonnes relations au travail. 97% sont soucieux de cette qualité relationnelle.
Et j'ai mis la fin du travail parce que, au fond, j'ai le sentiment qu'on est dans une ère où on pourrait parler de la fin du travail, la fin d'un certain travail. Les salariés n'ont plus la même préoccupation de venir au travail simplement pour certains, peut-être pour avoir juste un salaire. Ils ont envie de vivre une expérience à impact. Ils ont envie de se lever le matin et de dire ce que je vais faire contribue à quelque chose et pas simplement peut-être pour moi. Alors c'est peut-être pas totalement une généralité, mais en tout cas il y a des choses qui ont fait évoluer nos mentalités en tant que collaborateurs. C'est bien sûr les questions liées à la pandémie, où ça fait prendre conscience à des gens qui pouvaient avoir une relation au travail qui était différente. Et si l'employeur ne prend pas conscience de ça, il va se retrouver avec beaucoup de difficultés désormais pour recruter. Je viens du Canada où là-bas il y a une pénurie de collaborateurs qui est énorme. Et ça va venir ici. Faut pas rêver. On va avoir de plus en plus de difficultés à attirer des talents. Alors, j'insiste sur ces chiffres parce qu'on ne va pas au travail que pour bosser au sens strict du terme. On va au travail parce que c'est un lieu social. Nous sommes des êtres sociaux. La question du télétravail pose aussi la question du lien. On voit qu'il y a des gens qui sont en télétravail, mais les jeunes souffrent plus. Mais ils souffrent de quoi? D'une certaine forme d'isolement. Ils se retrouvent tout seuls chez eux à bosser. Or, on a besoin de rencontrer des gens. On a besoin de passer quelques minutes autour de la machine à café, de parler de tout et de rien, en tout cas dans la culture française, mais même ailleurs. Et quand on regarde un peu plus loin les chiffres, il y a une autre donnée qui nous dit que 89% des collaborateurs quittent leur entreprise, alors parfois de leur plein gré, mais pas toujours, en raison de dysfonctionnement relationnel. On parlait de management tout à l'heure collaboratif, participatif ou directif. Là aussi, le manager a un rôle clé à jouer dans l'organisation. S'il ne comprend pas qu'il doit être une ressource auprès de ses collaborateurs, on va avoir du mal à garder des personnes dans nos équipes. Une fois qu'on fait ces constats, la question c'est de se dire mais comment on prend la mesure de l'humain? Alors je vais passer vite. Depuis très longtemps, on sait évaluer ses compétences, ça on sait le faire. Il y a un CV qui récapitule tout et puis on entretient, on regarde tout ça, comment ça se passe. Et puis ses connaissances, c'est pareil. On regarde ses diplômes, son parcours. Et puis on regarde aussi, mais au fond, son expérience, d'où il vient. En France, on a une culture de la compétence qui fait qu'on aime bien qu'il y ait de la cohérence. Mais le marché évolue et on parle de flexibilité et on va de plus en plus évoluer et changer d'entreprise. Il y a 20 ans, on restait 10 ans dans une entreprise, aujourd'hui beaucoup moins. C'est 1 an et demi en moyenne pour les jeunes employés. Donc on a besoin d'évaluer ça. Mais il y a une flexibilité qui fait que c'est de plus en plus difficile de mettre en lien cette cohérence, mais on sait le faire. Évaluer la personnalité. Il y a plein d'outils psychométriques qui existent aujourd'hui qui sont capables de vous dire telle personne, elle est de telle couleur. Vous connaissez ça. Telle personne, elle a tel acronyme. Et on sait évaluer une personnalité. Et donc, quand on recrute quelqu'un, on se dit, tiens, on a évalué ses compétences, on a évalué ses connaissances, on a évalué son expérience, on a évalué sa personnalité. Tout va bien, ça va bien se passer. Vous savez qu'au bout de 18 mois, 48% des collaborateurs ont quitté leur entreprise. Il y a un sujet quand même. On a tout passé au crible. Il y a un problème. Et on a une petite idée du problème, mais on ne l'a pas forcément formulé toujours très bien. J'espère que le son va marcher, Théo. Normalement, il n'y a pas de sujet. On va voir, on va écouter ce qui se dit. Vous êtes une très bonne recrue. Mais être un excellent élément ne suffit pas à bien servir Starfleet. Notre meilleur atout, c'est notre capacité à travailler ensemble. Intéressant. Alors c'est Star Trek, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. Mais imaginez un monde où on prendrait en considération la capacité que nous avons à travailler ensemble. Qu'est-ce qui fait que je rentre dans une équipe et je suis capable de travailler avec Frédéric parce que je sais que je vais bien m'entendre avec lui. Ça ne va pas devenir un pote, Fred, je ne vais pas vous appeler Fred tout de suite, mais on va réussir à faire en sorte que notre travail, notre collaboration puisse être fructueuse. Et éviter que quand je regarde Frédéric, excuse-moi, je t'ai pris, mais parce que tu as l'air sympathique et tu es au premier rang. Mais si je commence à me dire que Frédéric, quand je l'appelle, il ne me répond pas, c'est bizarre quand même. Ça fait plusieurs fois.
Alors qu'un autre de l'équipe, il lui répond tout de suite, hein, mais moi non. Vous voyez, ces petits éléments-là qui vont faire que petit à petit, je vais devenir méfiant dans la relation. Et quand il va me demander un truc, je vais un peu traîner parce que je ne suis pas à sa disposition. Hein. Moi, quand je l'appelle, il ne me répond pas. Et là, tout d'un coup, il me met la pression parce qu'il a besoin d'un truc urgent. Mais ça ne se fait pas, ça. C'est quoi, ça? Et vous voyez comment petit à petit, quand on développe une qualité relationnelle qui devient dysfonctionnelle, ben, c'est loin d'être neutre. Ça a un impact et ça rend des gens malades. Quand on parle de santé mentale, moi, si je suis fragilisé à ce moment-là, que j'ai un déficit d'estime de soi ponctuel ou peut-être même durable, je vais me dire, mais il ne m'aime pas en fait. Il ne m'aime pas, mais est-ce que je suis aimable? Et je vais peut-être tout d'un coup avoir envie d'aller voir un psy où je ne vais pas oser, et puis je vais me retirer, je vais fermer la porte, je ne vais plus aller manger avec les autres. Et tout ça parce que je n'aurais pas su appréhender cette question de cette qualité relationnelle. Et c'est un point fondamental. De notre point de vue, au sein de Work Well Together, nous nous disons qu'au fond, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, tout se joue dans la relation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la vraie question qui se pose, c'est que fait-on pour évaluer notre capacité à travailler ensemble? On a bien vu tout à l'heure ce qui existe, mais que fait-on concrètement? Mais on va voir ce qui se passe, on va y répondre avec Work Well Together, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a une non-qualité relationnelle? Parce qu'au fond, est-ce qu'on prend des risques ou est-ce que ce n'est pas très grave, hein? Alors, il y a quelques indicateurs qui sont intéressants. C'est quand on parle de recrutement, ben vous savez que l'échec d'un recrutement est dans 48% des cas au bout de 18 mois. Hein. Il y a une étude qui a été faite sur 20 000 jeunes salariés. Ils ne restent pas. Ça représente un coût. Alors oui, on peut sensibiliser à la gouvernance en disant « mais ça vous coûte cher de ne pas traiter ce sujet ». Et puis, il y a un autre sujet, au fond. C'est la marque employeur. La marque employeur avec des impacts négatifs parce que, vous savez, il y a des sites sur lesquels, aujourd'hui, on est capable de cracher sur telle ou telle enseigne et ça fait mal. Et on ne peut pas le traiter. Puis l'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai confiance dans mon organisation, que j'ai envie de faire des choses et que j'ai envie de rester et puis que ça fait du sens. Il y a de plus en plus de jeunes collaborateurs qui demandent aux recruteurs « mais qu'est-ce que vous faites en matière de RSE ?» et qui demandent des preuves. Ils ne sont pas juste là en train de dire « ah ouais, d'accord, ah super ». Non, non, ils veulent savoir et ils sont confrontants. Et puis, il y a aujourd'hui de plus en plus de candidats. Vous les attendez la semaine prochaine, mais si ça se trouve dans une de nos entreprises, on attend un candidat, il ne va pas venir. Et il ne va pas nous prévenir. Et puis, on va avoir quelqu'un qui s'en va et on ne sait pas pourquoi. Donc, tous ces sujets-là mettent au cœur de notre problématique professionnelle la question du lien. Et puis, forcément, il y a une altération du bien-être. On en a parlé, il y a plein de signes. Il y a une augmentation du nombre d'arrêts maladie ou endurés, on l'a vu, c'est un des critères clés. Et puis des départs de nos organisations. La question qui nous a paru importante, c'est de dire, mais au fond, avec Work Well Together, et ce travail de 20 années de recherche sur la compréhension de la souffrance au travail, on a vu que ce qui faisait souffrir les gens au travail, c'est la non-qualité relationnelle dans leur écosystème professionnel. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, je peux me sentir harcelé alors qu'il n'a peut-être pas du tout l'intention de le faire. Et je vais trouver la relation toxique avec des collègues, etc. Et je vais avoir envie de partir où ça va détruire de la valeur dans les équipes parce que je vais dire du mal d'un tel et un tel. Et on s'est dit, mais ce n'est pas une fatalité. Et donc, on a travaillé sur une relation qu'on a découverte entre la qualité de nos interactions émotionnelles et la qualité de la relation. Et en faisant ce lien, on a mis au point un questionnaire et une plateforme en mode SaaS qui permet, quand on remplit un questionnaire de 18 questions seulement qui se passe en un quart d'heure, de récolter un profil relationnel où on n'évalue pas la personne peut découvrir son profil relationnel, mais ensuite, on peut analyser toutes les interactions, soit entre deux personnes ou au sein d'une équipe. Et ça nous permet de comprendre quel est le niveau des interactions émotionnelles qui vont produire une qualité relationnelle fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Et avec des préconisations qui peuvent permettre d'agir dessus pour éviter à Fred et moi, au bout de 6 mois, de se dire « mais moi je ne veux plus bosser avec lui ». Alors que peut-être il m'avait recruté, j'avais tout bon, hein. Je collais partout. Et ça ne fonctionnait pas. Alors, où est-ce qu'on intervient dans cette approche avec Work Well Together? Parce qu'il y a une chaîne de valeur du parcours d'un collaborateur. Il crée de la valeur dans l'organisation, mais il crée de la valeur aussi pour lui parce qu'il s'estime être un bon collaborateur, remplir une mission et se sentir en adéquation.
Et ça veut dire qu'on peut intervenir dès le recrutement. Comment je vais m'entendre si Frédéric est mon futur manager? Comment je vais m'entendre avec lui? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou que je ne fasse pas? Ou que lui fasse ou ne fasse pas? Parce que n'oubliez pas une chose, la relation, c'est une co-responsabilité. Je ne peux pas dire, bah oui, mais Fred, moi je ne peux pas bosser avec lui, c'est de sa faute. Une co-responsabilité. Vous savez ce qu'on va faire? On va réinverser. Il est puissant, hein, Robert. Il arrive même à maîtriser le timing. Hop! Allez, vas-y, je te laisse. On avance un petit peu, Robert. Recrutement, onboarding, constitution d'équipe, cohésion d'équipe. Ouais. Ça nous permet de trouver des solutions quand il y a des relations toxiques. On a aussi créé un avatar valeur pour les organisations qui est l'incarnation des personnes clés dans l'organisation qui incarnent vraiment les valeurs. Ce n'est pas les valeurs qui sont affichées sur le mur. Et comme ça, on peut comprendre... Un avatar. Hein. Un avatar, qui est le fruit, qui est un persona créé à partir de personnes réelles qui incarnent les valeurs dans l'organisation. Ouais, c'est génial. Allez et voir. Un baromètre de qualité de vie au travail. Voilà. Ce qui est important, je viens de sortir juste en France là, mon 9e livre qui s'appelle « Le pouvoir des liens ». Qui est sorti le 29 septembre, et qui parle de ce sujet. On n'a pas le droit de laisser les gens être en souffrance. Et la manière dont on interagit avec eux, la manière dont on communique, est un précieux trésor pour nous permettre de bien fonctionner ensemble. Et c'est ce qui me plaît avec le psychodon, c'est qu'on a cette même préoccupation fondamentale, de se dire l'humain, il est au cœur de nos activités. Et les uns et les autres, ensemble, c'est ça qui nous donne de la valeur. Moi seul, je ne vaux rien, entre guillemets. J'ai de la valeur parce que je sais interagir avec les autres. Et c'est ça qui nous paraît important et c'est pour ça que nous sommes heureux d'interagir avec le psychodon. Oui, et vous retrouvez la plateforme Work Well Together aussi sur le site du psychodon. Et puis ça fera partie de ces propositions que nous porterons, aidés encore et soutenus par KPMG Academy, pour déployer des solutions qui nous paraissent à la fois opérationnelles, efficaces et aussi déontologiques. On a vraiment fait des choix. Là, les opérateurs qu'on vous a proposés, les premiers secours en santé mentale, Mon Cher Psy ou le module RH du psychodon et Work Well Together sont des opérateurs qu'on a d'abord observé sur ces aspects déontologiques. Ce qu'ils font, est-ce que ça respecte les acteurs du champ de la santé mentale? Est-ce que c'est en cohésion avec nos enjeux de déstigmatisation de la santé mentale? Et est-ce que ce ne sont pas là que des opérateurs d'opportunités de marché? Il y en a, ok, mais il ne faut pas que ce soit que. Et ces quatre-là, si nous les avons référencés, c'est parce que nous avons la certitude qu'ils répondent à ces critères. Il y en aura peut-être d'autres. Hein. Le psychodon est une marque maintenant qui a une très forte visibilité parce qu'elle fait de la radio et de la télévision. Donc on est beaucoup sollicité pour faire rentrer des opérateurs et des dispositifs dans nos systèmes, dans nos modalités de communication. Mais on va doucement, il y en a 4 pour le moment, parce qu'on ne peut pas déployer une offre qu'on ne maîtrise pas. Et cet avatar-là, moi j'ai trouvé que cette idée-là était vraiment exceptionnelle. Et tout le travail qu'a conduit Robert Zuilly toutes ces années est tout autant. Merci beaucoup, Robert. Avec plaisir. Je crois que ce que nous pouvons faire pour terminer, c'est de recevoir notre hôte. Recevoir notre hôte, Frédéric Piquet. Et Frédéric, peut-être que vous pourriez nous expliquer déjà... Moi, j'aime bien un petit peu comprendre les rôles des personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, associé audit? Je comprends bien, hein, directeur national de KPMG Academy, ça je comprends bien. Mais vous savez, dans le monde de l'audit, associé audit, c'est très particulier. Bon, je fais un peu de benet parce que je sais quand même, mais je préfère vérifier. Il doit savoir. Oui, associé audit, allez-y. Peut-être, je ne vais pas vous faire une présentation de KPMG pendant des heures, puisque ça me prendrait peut-être un peu de temps, mais pour faire simple et pour répondre à la question de Didier, chez KPMG, on a plusieurs métiers. On a le métier de l'audit, on certifie les comptes des entreprises, principalement ETI, grands comptes, mais aussi PME. Et puis on certifie également d'autres choses. Hein. On en a parlé tout à l'heure de l'ESG et de la RSE,
bien évidemment, ça va être de plus en plus une partie sur laquelle on intervient et on va intervenir pour certifier toute l'information extra-financière notamment, ou toutes les demandes de nos entreprises. Donc ça, c'est sur le métier de l'audit, et je suis associé audit, effectivement, depuis que je suis tout petit. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses aussi. Et alors, chez KPMG, voilà, il y a un espace, ou disons une fonction un petit peu à part et complémentaire, qui est KPMG Academy. C'est un peu, et vous me reprendrez Frédéric si cela n'est pas juste, c'est un peu l'offre de formation de KPMG. Alors KPMG Academy, qui est une entité juridique à part, est dédiée à 100% à la formation professionnelle pour les clients de KPMG. À l'origine, c'était notre vocation. Et puis, bien sûr, on l'a élargi aux clients et non-clients de KPMG. Alors, que fait-on chez KPMG Academy? C'est une offre de formation pour laquelle on va présenter, dans le cadre d'un catalogue, plutôt un site internet aujourd'hui, puisqu'on n'a même plus de catalogue papier, on va présenter notre offre de formation sur les métiers du cabinet, la comptabilité, la fiscalité et le conseil, et puis tout ce qui est lié à la conformité, alors que ce soit l'anticorruption avec Sapin 2, la RGPD, la cybersécurité, et de plus en plus et de manière assez active, tout ce qui touche aux enjeux climatiques ou au thème de l'ESG, par exemple. Quelqu'un qui voudrait suivre une formation sur l'entreprise à mission, on va proposer une formation sur l'entreprise à mission. Et au fil de longs mois de négociations et d'allers-retours entre l'ingénierie pédagogique conduite par Infor Santé, parce qu'il a fallu monter le module RH du Psychodon. Je vous rappelle que c'est cette formation de 7 heures ou hybride, classe virtuelle ou e-learning et présentiel. Qu'est-ce que la santé mentale? Qu'est-ce qu'une maladie psychique? Comment la repérer en entreprise? Quelles solutions pour les managers? L'ingénierie pédagogique a été conduite par HEC, par Infor Santé. Ensuite, on s'est dit, mais il nous faudrait, comment on dit, un Big Four? Bien Big Four, par exemple, oui. Pour nous aider à la porter. Et on est allé voir KPMG Academy, qui a accepté un mécénat exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils portent sur leur catalogue les formations et l'offre B2B du Psychodon, d'une manière caritative. C'est philanthropique, à part 2 ou 3% de frais de gestion, vous nous accompagnez de manière globale vers les entreprises des territoires. Et vraiment, voilà, il faut le dire, on va le remettre aussi en avant parce que c'est exceptionnel ce type de mécénat. On a la chance que de très grands groupes nous accompagnent. Je ne peux pas tous les saluer ici, mais bien sûr, je pense à Decathlon, à Sisley, à Vivendi, au groupe Orpea, à Havas, j'en oublie, qui accompagnent le Psychodon et maintenant KPMG. Et c'est vraiment déterminant parce que pour aller toucher les entreprises, il nous fallait une offre sur un catalogue. Et franchement, quand KPMG, après ces longs mois de construction, a signé en bas de cette convention, on était très heureux. Maintenant, cette formation, elle est sur le site de KPMG Academy. C'est un peu un dispositif à part, c'est-à-dire que vous allez proposer à vos clients aussi d'observer un module, de se sensibiliser, pour sensibiliser les collaborateurs à la santé mentale. Alors, quand on a parlé avec Didier, ça ne nous a pas pris longtemps pour dire oui, on va le faire ensemble. Alors, ça s'inscrit bien sûr dans la politique du cabinet, puisque, comme ça a été rappelé par Séverine, nous sommes entreprise à mission. Nous sommes à fond sur les enjeux RSE, ESG, c'est au cœur de la stratégie du cabinet, à l'échelle mondiale d'ailleurs. Et donc, avec Didier, alors ça a pris un peu de temps parce que, comme dans toutes les grandes maisons, nous avons des services juridiques, nous avons le risque management, puisque nous sommes des professions réglementées, mais on s'en est sorti, voilà, ça prend un petit peu. Donc l'engagement de KPMG est très fort. Et bien évidemment, on va en faire c'est l'objet avec le site, on va en faire la promotion, à la fois sur le site et sur les réseaux sociaux. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, mais quand on parlait des territoires, KPMG, c'est ce qui nous distingue sans doute d'ailleurs des autres Big Four, c'est qu'on a une couverture nationale très forte et dans l'ensemble des entreprises. Donc, certes, souvent on est connu pour servir les très grands groupes, il y en a qui pensent qu'on ne traite que les groupes cotés, mais pas du tout. Le cœur de la clientèle, on parlait tout à l'heure des ETI et du METI, on est très très implanté dans le monde des ETI,
et bien évidemment également dans le monde des PME et des TPE avec de la proximité, puisque chez KPMG et d'ailleurs chez KPMG Academy, par définition, nous avons entre, je ne sais jamais le nombre exact, mais c'est entre 230 et 235 bureaux sur l'ensemble du territoire, donc avec de la proximité. Et au sein de KPMG Academy, comme chez KPMG, on est organisé par région. Selon les métiers, nous avons 6 ou 8 régions. Et donc, chez KPMG Academy, nous avons des responsables régionaux académiques qui sont les interlocuteurs des entreprises sur toute la partie formation et qui ne sont pas des experts comptables ou des commissaires aux comptes ou des avocats, qui sont des professionnels du métier. La personne qui est en charge du secteur PACA et Rhône-Alpes, Jean-Philippe Oiselet, qui nous a particulièrement aidé dans toute cette construction-là. Et qui va être un des relais, comme d'autres sur les territoires, pour porter cette offre de sensibilisation à la santé mentale auprès des collaborateurs et des entreprises. Et on va essayer, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ce catalogue, de proposer l'offre B2B du Psychodon, avec à la fois le module RH du Psychodon, donc cette sensibilisation en santé mentale auprès des collaborateurs, la PSSM, les risques, les premiers secours en santé mentale, et puis bien sûr la plateforme Mon Cher Psy et Work Well Together, tout un enjeu de sensibilisation, d'imprégnation des entreprises pour qu'elles se disent « Ah mais il y a des solutions made in France, solidaires et de qualité, on va les observer et on va les choisir ». Alors c'est d'autant plus important puisque quand on regardait le baromètre, j'ai découvert les chiffres là, de cette année en direct, je ne les avais pas eu avant. Et je dois dire que ce qui est frappant, c'est la place des jeunes. Parce que quand on regarde les données, il y a quand même plus de... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils parlent plus ou c'est parce qu'ils sont plus touchés, mais on le retrouve dans la société. Parler des suicides, on sait que les jeunes sont plus touchés que les autres par ces sujets. Et chez KPMG, vous imaginez qu'on a beaucoup de jeunes. Alors, je ne vais pas vous exposer tout ce qu'on fait dans la société pour favoriser le bien-être, etc. Je pense qu'on a plutôt une très bonne image sur le marché. Il suffit de regarder l'attractivité, marque employeur, etc., où le cabinet fait beaucoup. Dans le cadre de l'entreprise à mission, par exemple, il faut savoir que chez nous, chaque salarié peut faire 6 jours de mécénat de compétences. Donc on est à peu près 11 000, vous faites le compte. 6 fois 11 000, ça fait 66 000 jours possibles. Et avec quand même un engagement assez fort des jeunes. Et on y contribue. On parlait du management collaboratif. Alors, on est très, très régionalisé. Donc, il y a beaucoup de proximité, les groupes de projets, etc. etc. Je ne pense pas qu'on soit dans un management directif. Mais c'est quelque chose d'important pour nous, là, toute cette partie sur la jeunesse. Et on en fera la promotion au travers de KPMG Academy pour, auprès des DRH, sensibiliser pour un travail sur les managers. Parce que, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des spécialistes sur la relation, mais parfois, on peut voir dans les entreprises, je suis dans les entreprises quasiment tous les jours, chez certains managers d'entreprise, je ne parle pas du cabinet, là je parle plus de sociétés qui disent « Ouais, non, mais les jeunes maintenant, ils ne veulent plus rien foutre, ils ne s'intéressent à rien », mais il n'y a pas la relation qui permet d'eux, et donc avec des tensions et des problèmes de santé mentale qui peuvent naître liés à une relation au travail qui n'est pas adaptée. Donc cet effort de sensibilisation, de formation, il est important. Alors, je pense principalement sur la population des managers, mais également des autres collaborateurs pour détecter les signaux faibles. Et avec cette formation avec Infor Santé et puis Psychodon, ça permettra sans doute de promouvoir et de travailler pour que les chiffres des futures enquêtes soient en amélioration. Et on en est relativement fiers chez KPMG de pouvoir participer à notre humble échelle, puisque voilà, KPMG Academy, ce n'est pas une multinationale de la formation, mais on est fiers de pouvoir participer à cet engagement et pouvoir faire progresser cette belle cause. Un engagement en cohérence avec cette transformation du cabinet KPMG, entreprise à mission, et au cœur de ce que l'on appelle la raison d'être. Pour terminer, peut-être Frédéric Piquet, 2 mots sur la raison d'être de KPMG. Alors, 2 mots sur la raison d'être. Je vais revenir plus sur la partie dont on parlait tout à l'heure avec Séverine. Oui. C'est que dans le cadre de l'entreprise à mission, mais c'est lié aussi à notre raison d'être, on est là déjà pour développer l'entrepreneuriat sur l'ensemble des territoires. Alors ça, c'est important.
faciliter l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, et plus particulièrement sur les jeunes. L'entrepreneuriat, on peut entreprendre à 50 ou 60 ans, hein, j'espère, parce que sinon, si je veux peut-être entreprendre après ma vie chez KPMG, sinon je ne serais pas bien. Mais on veut favoriser l'entrepreneuriat sur l'ensemble des territoires, et notamment auprès des jeunes, plutôt en difficulté ou qui n'ont pas eu tous les réseaux, etc., pour se lancer. Alors, on fait beaucoup d'accompagnement. Hein. Alors, à titre personnel, moi-même, j'habite à Strasbourg et je travaille plus dans le Grand Est, même si je suis souvent à Paris. On accompagne beaucoup sur le coaching des jeunes pour les aider à lancer leur entreprise, avoir les bonnes connexions sur le territoire. Et c'est quelque chose qui est très engageant aussi auprès de nos salariés. Et là, il y a quand même beaucoup de volontaires pour participer à ces opérations. Et l'entrepreneuriat et la santé mentale, ça va de pair. Oui. Un entrepreneur qui a une bonne santé mentale, ce sera un entrepreneur innovant, positif, créatif, respectueux de sa santé mentale et de lui, de soi, et donc de l'autre, et donc dans une qualité de relation qui sera optimale. En tout cas, merci Frédéric de nous avoir reçus ici. Un plaisir de vous avoir reçus ici dans notre tour, si je puis dire. Une des tours de la Défense. Hein. Une des tours à chaque fois que nous y venons. Je vous rappelle, et on va le poster sur les réseaux sociaux que vous retrouvez, et c'était le but d'aujourd'hui, hein, ce tournage, ces images qui sont en train d'être faites, c'est vraiment un enjeu, puisqu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, hein, vous le savez bien, la com. Donc on va couper, découper, faire des capsules, réseauter chez nos amis de X, il ne faut plus dire comme avant, ou chez nos amis de FB, ou auprès de notre communauté d'Instagram que je salue, parce que quand même, en 4 ans, le Psychodon est au niveau du SIDAction sur Instagram, alors que nous, on a 4-5 ans, et que le SIDAction et le Téléthon, plus de 30 ans, donc on est très nombreux maintenant sur Instagram. Alors vous allez voir, on va découper des petites capsules, et puis vous retrouverez des parties d'intervention de Robert July pour vous parler de Work Well Together, ou de Victor Petit pour vous parler de la PSSM, ou de Solène Brost pour vous parler de Mon Cher Psy, et puis des capsules aussi de Frédéric Piquet qui nous accueille ici, que je remercie, et puis aussi de notre partenaire Opinionway, qui nous a parlé de ce sondage, du baromètre de la santé mentale des salariés, et on retrouvera les chiffres forts, hein. La note 7,5 sur 10, la note attribuée par les salariés français à leur santé mentale. Et le taux de consultation des psys, pour conclure, je vous le rappelle, 17% de consultations assumées, dites par les collaborateurs et les salariés dans les entreprises. Des capsules donc à venir, et sur le site www.psychodon.org, il y a déjà en ligne le baromètre. Et puis, dernier post, Théo, que je remercie, qui travaille pour les réseaux sociaux. Dernier post, rendez-vous ce soir, parce que vous allez voir dans la journée, la presse, tout ça va reprendre les chiffres qu'on s'est donnés, puis tout au fil des semaines, on va les déployer avec les rendez-vous du jeudi du Psychodon sur LinkedIn. Mais ce soir, on rigole plus avec la santé mentale. Parce que le 10 octobre, certes, c'est la journée mondiale de la santé mentale, mais on a pris une habitude, c'est qu'on se retrouve pour rire. Ça fait du bien de rire après des chiffres comme ça. Et ce soir, ce sera au Théâtre des Deux Ânes, à côté du Moulin Rouge, et j'ai demandé à des jeunes talents, des humoristes. Alors, c'est pas comme à l'Olympia, où on a Patrick Bruel, Yannick Noah, enfin, toutes les stars qui chantent pour le Psychodon. Là, c'est plus intimiste, ce sont des jeunes espoirs chaque année qui nous font rire. Et vraiment, ça s'appelle Les Rires du Psychodon, et c'est ce soir au Théâtre des Deux Ânes. Je vous donne rendez-vous, à vous qui êtes là, puis à vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Merci à toutes, à tous, à vous de nous avoir accueillis, madame, aussi à la communication dont j'ai oublié le prénom. Rama. Merci de ce sourire et de votre accueil. Frédéric Piquet, à très bientôt aussi dans des aventures de développement entre le Psychodon et KPMG. Merci. Merci.